Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Nota. Cet écrit est une œuvre intellectuelle, propriété exclusive de Mohamed Salah Asnaoui, dit SALAMOH. Elle est enregistrée à l'Office national des droits d'auteur, ONDA, Alger, sous le numéro 1295-2005. Remerciements. Je remercie tout particulièrement Monsieur le professeur émérite Gilbert Meignier pour son aimable contribution et son inestimable préface de cet ouvrage. Je tiens à remercier du fond du cœur mon ami Nicolas Jourdan qui a eu l'aimable attention de relire et commenter mon roman-récit, en ayant la délicatesse de le préfacer par un poème de toute beauté dédié au peuple algérien. Je remercie aussi Afifa Zenati et sa famille, mon père Simon Hamed et ma mère Kalfala Meriem, Marie-Claude Gagnère et Saïda Benbrahim, Kadour Tayeb et sa famille élargie, à Joukla, à Piatier, à Chojak, à Chourziane, mes collègues au cours complémentaire d'Ouled Djellal notamment Fila Ramani et Smati Abdelwahab, Bossa Araba, mon cousin Amar, Loukri Bachir et sa famille, Djilali Bouzid, Garbi Ossine Tahar, André, Magui Chapeau et leurs enfants, Gérard et Anne, Ayash Ali, Taleb Mokhtar, Smaïn, M', Ahmed, Tahar, les militants Abdelkader, Michel, S. Lapter, Benarab Noureddin, Boutine Mohamed, Youssef et Mounira Haddad, l'oncle Feria, le colonel Sinasser, Slimani, Dr Jeloul Khatib, Sherif Belkacem, Azaïbek, Aouchiche, Abelaya, Mostefa Arati, Mogdad Sifi, de Babesh, Didine Abbas, Hassan Ramani et sa famille, Ashkwena, Ahmed et Gisèle Berouka, S.D. Fontaine, Généré, Dominique et Anne-Marie Renaud, D. Urbain, Gépétan, Gisouti, la famille Azag, Mt. Ladjouzi, Tahar Hamdi, Abdelaziz Amaïdia, Mouloud et Younes, Général Habib et Rachida Swames, Général-Major Rachid Benyelles, Colonel Kamel Mekbel, Colonel Boualem Ramoun, Commandant Kamal, Belgassem Ben Baatouche, Dr Lazar Chouiter, Ben Kaldi Miloud. Dr Adjabchi et Nabila, Dr Braham Gia et Madame, Amin Belhamri et sa famille, Aben Betka, Seré Brahim et ses enfants, Seré Kamal et ses enfants, Brahim Ben Jedel et enfin la famille Beraba. Au peuple algérien. La pluie est tombée. Mais pas sur ta mémoire. Qui reste sèche, toujours sèche et pure. Malgré le sang versé. L'imagination te dessine. Radieuse derrière un voile de tristesse. Amoureuse de la mer et du désert. Plus proche du ciel que toute autre terre. Pas un souvenir ne s'efface. La souffrance ne s'en va pas. Mais elle devient transparente. Comme les yeux de ta jeunesse. Et ces yeux-là sont le reflet de ton infini. Ils grimpent la corde qui descend vers ta mémoire. Qu'aucune pluie ni aucune larme ne sont encore venues trouver. Sarreguemines, le 8 juin 2008. Nicolas Jourdan. Préface. Voici un livre éclairant sur l'Algérie, de l'époque coloniale jusqu'à la fin du XXe siècle. Cette autobiographie, à partir de l'adolescence de son héros, Salah, originaire de la région des Ouled Djellal, au sud-est de Biskra, se déroule selon un maelstrom algéro-français. En raison de la présence de nombreux Biskris établis à Lyon, en l'occurrence notamment de l'oncle Sadek, ancien sous-officier de l'armée française établi à Gerland, Salah suit un itinéraire algéro-lyonnais lugdouno-algérien. Sandre de Bresse fait ressentir combien traumatisant fut le système colonial, inégalitaire et discriminatoire. Système appuyé sur des chefferies locales à sa botte, non sans contrepartie prébandière. Ce fut en l'occurrence le cas de la famille Bengana qui régna sur la région après l'élimination de celle des Bou-Okaz. En 1876, l'oasis d'El Amri avait été rasée et ses habitants massacrés, dont les grands-parents de l'auteur, 27 ans après que celle de Zaatcha eût subi le même sort. Fut par la suite construit, entre les monts du Zab et Ouled Djellal, le Bordidje de Doussan, près duquel s'agglomérèrent les rescapés d'El Amri. On perçoit aussi combien fut mince l'œuvre civilisatrice coloniale dont se prévalait l'histoire officielle française. Ce n'est pas avant le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale que fut édifiée la première école primaire indigène française de Doussan, au demeurant grâce à la main-d'œuvre et au savoir-faire de prisonniers de guerre italiens. Mais comme tout système, le système colonial comporta des éléments humains hors normes qui pouvaient lutter pour la réalisation de principes auxquels il croyait. L'instruction, la démocratie, l'égalité. Ce fut le cas par exemple de l'instituteur de Salah, ce monsieur Joukla,
qui en fit un premier de classe, certificat d'études à l'appui remporté haut la main. Cet originaire de Montpellier lui apprit le français avec son accent chantant. Il le désigna pour lire le discours de bienvenue à celui qui fut gouverneur général de l'Algérie de 1948 à 1951, l'Alsacien Naëjlen, en visite dans la région. On découvre que, en Algérie coloniale, l'exaltation du progrès, liée à la liberté, la tonalité égalitaire des propos d'un jeune garçon dûment médité par son maître français et leur péroraison, merci à la France généreuse qu'il et les Algériens a quelquefois oublié, valurent à un Joucla d'être déplacé et à Salah de se voir un temps barrer l'accès au secondaire. À l'opposé de ce qu'il ressent pour l'instituteur qui succéda à Joucla, Monsieur le Couvreur, désigné comme un homme du Nord, froid et calculateur, on perçoit chez Salah une sympathie instinctive pour les Méditerranéens, de Joucla le Languedocien, adopté par les Douceni comme l'un des leurs, à ces Italiens constructeurs des apostrophes. École en bonne intelligence avec les mêmes Douceni auxquels ils font découvrir le phonographe et le four à chaud. Les prisonniers allemands, en bisbille permanente avec les Italiens, avaient été tôt retirés de la région par les Français. Péniblement véridique, en contraste, la relation de l'arrestation par le caïd, de Salah, férocement battu et conduit à la prison d'Ouled Djellal, à une vingtaine de kilomètres de Dousan, enchaîné sur un cheval au trot, tout cela pour être dûment sermonné, mais in fine libéré par l'administrateur. L'administration l'avait fiché comme ennemi en puissance de la France. Ce qui séduit dans Cendre de Braise est que rien n'est jamais unilatéral. Parmi les Algériens on ne compte pas les caïds brutaux, arrogants et corrompus. Il arrive même que l'administration française limite leurs excès pour maintenir l'ordre. Mais il y eut aussi des responsables sympathiques, intègres et efficaces. Le lecteur verra en Salah un fils et petit-fils d'imam dont l'initiative a été primordiale pour faire élever, au lendemain de la Deuxième Guerre, l'élégant minaret de 32 mètres de la mosquée de Dousan. Peu après, tout jeune encore, il perdit son père. Il aida sa mère esseulée, mais il fit aussi office d'interprète, offrant ses services pour expliquer textes administratifs et documents judiciaires. Cendre de Braise confirme s'il en était besoin, qu'existèrent des gens de double culture, les identités doubles, plurielles, sont légion en histoire. Sensible, dans le livre, est la relation des événements familiaux, des séparations et funérailles aux joies des retrouvailles et des circoncisions. Nombreuses sont les évocations de sa vie de famille d'enfants et d'adolescents, davantage que celles de sa vie d'adulte. Éclairantes aussi sont les mentions du combat contre le système colonial, la relation de la visite du pilier de l'association des Koulama algériens, Cheikh Larbit et Bessi, l'évocation de Siziane Achour, lettré et leader politique du PPAMTLD d'Ouled Djellal. Plus amplement, on perçoit le processus de nationalisation algérienne de la société de ce terroir sud-constantinois. Mais on saisit aussi qu'il ne se fit pas en un jour. Longtemps durant et bien avant le conflit FLN-MNA, il y eut beaucoup d'ignorance et d'hésitation. Le mouvement national ne fut pas d'emblée unitaire et l'on n'y sut pas toujours quel chemin emprunter. On ressent aussi dans ce livre l'attirance pour l'outre-Méditerranée. Les émigrés de retour au pays relatent les merveilles qu'ils ont découvertes en France, et Salah lui-même est au candidat au départ. On verra que, après un court voyage à Alger, où il est émerveillé par la beauté de la cité, mais où il est meurtri par le délabrement de la Casbah et la déchéance des misérables corps squelettiques des SDF qui hantent le sous-bois des Tagarins, c'est dans L'. Été 1955 que, désorienté et abandonné, il entreprend la traversée de la Méditerranée. Le récit de l'éprouvante traversée à fond de cale du navire Djebel Dira, puis de son arrivée à Lyon dans ce quartier populaire misérable de Gerland, chez l'oncle Sadek, montre au lecteur qu'il y eut à la fois angoisse du départ et allégresse à humer les insolites vents de l'extérieur. Cela quelques semaines avant l'insurrection et la répression d'août 1955 du Nord constantinois. Le profil de l'oncle Sadek apprend au lecteur qu'il y eut des Algériens compromis avec le système colonial. Ce tenancier de café-bar et marchand de sommeil, qui exploitait ses compatriotes dans des conditions innommables, était aussi indicateur de police. Grand moment du livre, la découverte par Salah du monde de l'industrie après son embauche, à 16 ans, aux fonderies Roux de la rue Saint-Antoine, parallèle au cours Lafayette, près de Villeurbanne. On comprendra ce que signifia pour un personnel de manœuvre et d'OS, à 80% algérien, sous-payé et aux conditions de travail pénibles,
l'arrivée parmi eux de cet ado d'un autre monde, le leur aussi, s'exprimant couramment en français. Il se vit d'emblée intronisé comme interprète et délégué non dit du personnel, et même invité à une fête organisée par le patron, M. Roux. Ce dernier ignorait bien sûr qu'il était déjà sympathisant du FLN. On comprend que c'est ce monde de l'usine qui permit à Salah d'échapper à l'emprise de l'oncle Sadek, de venir loger dans les gîtes de la caserne de la Pardieu, plutôt plus confortable que les garnis de Sadek. Captivante est l'itinéraire de découverte du jeune Salah. Musées, expositions, films égyptiens vus dans des cinémas algériens du 7e arrondissement, là encore un entre-deux culturel, mais aussi les cours du soir, notamment grâce aux cours Petiot de la fac catholique de le rue du Plat, entre Bellecour et la Saône, qui lui permirent d'être reçu à 2 concours, Sécurité sociale et SNCF. Découverte significative, pour Salah et ses contemporains immigrés, l'usine, c'est aussi la prise de contact avec le syndicalisme algérien, la GTA, filiale française de l'UGTA, et aussi avec le français, c'est à la CFTC qu'il s'inscrit. Ces militants sont pour lui plus progressistes et moins racistes que les communistes de la CGT. À la militance FLN, il est confirmé par son chef Abdelkader. On perçoit que les échos de la guerre de libération forment les consciences et les comportements. On suit les escapades de week-end de Salah, avec d'autres militants dans les monts du Lyonnais où ils vont s'entraîner au tir au pistolet et au judo. On le voit prêcher pour le FLN auprès de compatriotes qui ne distinguent pas toujours entre FLN et MNA, et qui ne savent pas forcément où s'engager. La relation du premier retour au Bercail Biskri en 1957, avec en arrière-plan la grande répression d'Alger, la bataille d'Alger, illustre bien le traumatisme de cette guerre jusque dans l'Algérie profonde. C'est en tant que chargé de mission par l'OPA que le jeune Salah revient à Lyon. Lui incombe la charge d'arracher les Algériens de Lyon au messalisme, à Lyon où la police prend pour modèle répressif les paras de massue. C'est alors que le lecteur se rend compte plus nettement encore qu'il y eut des Français pour être solidaires des Algériens. On renverra pour Lyon, au livre Récit d'engagement des Lyonnais auprès des Algériens en guerre, 1954 à 1962. En témoignent les liens d'amitié noués avec la famille du directeur du personnel de son usine, M. Chapeau, ancien résistant et catholique. On verra que pour Salah, ce qu'il dénomme « la charité chrétienne » eut de la consistance, entre le logement que les Chapeaux lui dégotent dans le tranquille quartier Saint-Paul du Vieux-Lyon et les attentions à lui prodiguées après la tentative d'assassinat par un tueur du MNA qui lui valut une grave blessure à l'épaule et 2 opérations successives. Hospitalisation dans de bonnes conditions, placement dans des maisons de repos de qualité. On voit ensuite Salah devenir un petit cadre FLN, chef de Casma à Oulin, et accéder à une petite classe moyenne après le choix d'un emploi à la SNCF, emménager dans un appartement confortable à Pierre-Bénite, acheter une 4 CV Renault. Dans l'été 1962, à 23 ans, il s'embarque pour Alger, où il est chargé de la remise en état de bâtiments publics dévastés par l'OAS. Il accède à un statut de jeune notable officiel. Il achète un petit 2 pièces au centre d'Alger. Passant par de multiples secteurs des entreprises d'État, il devient directeur du département immobilier de la SNS qui édifie près d'Annaba le complexe sidérurgique d'El Hadjar. Cela suite à la visite officielle du ministre d'État Finances Chérif Belkacem qui lui octroie un crédit de 450 millions de dinars pour construire à Sidi Amar, non loin des El Hadjar, une cité de 2000 logements pour loger les travailleurs de la sidérurgie, 1969. Ceci dit, il arrive qu'on puisse être félicité en haut lieu tout en étant rembarré par une direction de société jalouse de l'ascension d'un cadre. Mais des rebondissements se produisent. Salah revient en force à la SONAREM où il fut un temps un des cadres les mieux payés de l'Algérie, puis, il la quitta pour devenir le chef d'antenne de la SONATIBA à Annaba. Ce fut une période faste de sa vie. Il y travailla efficacement en connivence avec des gestionnaires de valeur, et en mars 1975, le ministre des Travaux publics et de la Construction Abdelkader Zaïbek le promute directeur général de la nouvelle EPBTP, Annaba. C'est alors qu'il fit le voyage de Budapest pour étudier un contrat avec la société hongroise de préfabriqués du système, Polygone. Par la suite, on suivra ses heures avec le Wali d'Annaba, un despote lourd, formé à l'école des idéologies orientales, surnommé le Caméléon.
À l'inverse, de même que naguère dans l'Algérie coloniale, Salah dit avoir trouvé aussi des gens de valeur irréprochable qu'il tint en grande estime. Dans ses démêlés avec le Caméléon, il fait part au lecteur de la vigoureuse protection et de l'ample confiance que lui accordèrent le colonel de l'armée des frontières Abdelmadjid Aouchiche, ministre de l'Urbanisme, de la Construction et de l'Habitat, MUTCH, de 1977 à 1980, et ultérieurement, Si Abderrahmane Belaya qui succéda de 1984 à 1987, au Caméléon, lequel avait été nommé à ce poste sensiblement au moment du tremblement de terre d'El Aznam, 10 octobre 1980. Le Caméléon se défiait des compétences susceptibles, devait-il penser, de lui porter ombrage. Et promu au rang d'apparatchik du parti unique, il soumit Salah plusieurs mois durant à une véritable inquisition, prétendument pour vérifier ses comptes. Fut conduite une expertise comptable par 6 services différents, laquelle n'aboutit finalement à aucun résultat. Il n'en fut pas moins muté à un emploi sous-classé à Msila. Ceci dit, Salah fit partie du système boumedienne parce qu'il y travaillait et en bénéficiait. En même temps, il resta un homme du terroir algérien qui se présente parfois dans son texte pour un naïf, à distance des requins qu'il dit côtoyer. Il se donne pour un démocrate dans l'âme alors qu'il devient aussi un technocrate. À tant s'être voulu père de la nation, la disparition du colonel laissa la société algérienne orpheline. Si Salah dit son estime pour Boumedienne, il stigmatise les nationalisations irréfléchies précipitées. Il tient pour inutiles les débats sur la charte de 1976. Tout indique que l'effondrement des années 80 qu'il souligne était en gestation dès avant. Et que penser de la dure politique collectiviste, populiste et démagogique, dominée par l'improvisation et les élucubrations autoritaires qu'il stigmatise? Salah insiste sur le fait que cette politique avait été initiée sous Ben Bella, et qu'elle fut quelque peu réajustée après le coup d'État qui le renversa et l'élimina du pouvoir le 19 juin 1965. Il fut emprisonné jusqu'en juillet 1979, puis assigné à résidence jusqu'en octobre 1980. Pour Salah, en tout cas, l'avènement de Chadli marqua une régression sous le signe de la démagogie-libéralisation, de la corruption sur fond de chute des prix du pétrole, de montée de la dette et de généralisation du trabendo. Et c'est bien sous Chadli qu'il fut harcelé par la suspicion du Caméléon. Le lecteur suivra sa trajectoire, semée de gros ennuis de santé et de perturbations familiales, en proie à un profond malaise. Finalement, il le verra quitter la partie, victime de la mafia de l'import-export, pour laquelle le Made in Algeria ne correspondait pas, euphémisme, aux intérêts de la dite mafia. Il le retrouvera témoin de l'incendie qui se lève des braises en octobre 1988. Salah doit se barricader en haut de l'immeuble de son ministère, saccagé et pillé, avant de s'éclipser. Il passe désormais son temps entre l'Algérie et Lyon, et il écrit finalement ses mémoires. Son texte est parsemé de notations régulières sur les événements marquants de la guerre d'indépendance, sur la bataille d'Alger, mai 1958, De Gaulle, l'OAS. Il note la fissuration de la société algérienne devant les rivalités et conflits de pouvoir de l'été 1962. Sabka Sanine, Barakat, 7 ans ça suffit. Il vitupère durement la gabegie et l'anarchie. Le syndrome rentier, fondé sur les prébendes et la corruption, est au cœur des réflexions de Salah sur le système qui régit l'Algérie indépendante. De ce point de vue, existe une certaine filiation avec l'époque coloniale. En continuité, avant comme après 1962, paperasse suspicieuse, autorisation de voyage accordée au compte-gouttes et à regret, contrôle suspicieux, interrogatoire. Cela ne signifie en rien que Salah ait regretté d'avoir milité pour le droit, pour l'indépendance de son pays. Mais cela ne l'empêche en rien, au contraire, de stigmatiser les idéologues du parti et des politicards de service qui fourmillent à la primature du gouvernement. La lecture de Cendres de Braise est agréable, même si la surabondance des épithètes et quelques répétitions peuvent ici et là alourdir le récit, mais elle révèle le style personnel d'un genre littéraire évocateur particulier. L'auteur se plaît à citer des auteurs de renom, français surtout, Victor Hugo, Émile Verhaeren, mais pas seulement, Arthur Schopenhauer, Thomas More. Mais le lecteur ne relève guère de citations d'auteurs arabes, même de ces classiques bien à distance des ténèbres islamistes. Pourtant,
Ibn Khaldoun, Ibn Rushd ou plus encore peut-être le Risala al-Ghufran de l'agnostique Abu al-Kala al-Makri correspondrait à notre sens assez bien à son mode de pensée. Le jugement de Salah est sans appel sur les prétendus dogmes religieux qu'il met en parallèle avec la société de mal. Pour lui, à l'orée des années 90, il est sans illusion sur les effets du système idéologisé sous le label d'un obscurantisme de pouvoir d'État, Code de la famille de 1984 à l'appui. Le fils n'est pas né par génération spontanée ou par l'opération du Saint-Esprit. Les Abdelaziz Belkadem sont de très ordinaires créatures humaines. Même s'il ne cite pas le nom de ce dernier, on croit comprendre que, pour Salah, c'est sous l'estampille de gens comme lui que l'Algérie tombait comme un fruit mûr dans l'escarcelle des prédicateurs de l'islamisme politique. Dans l'ensemble, il y a relativement peu de précisions factuelles dans la partie postcoloniale de Cendre de Braise, même si le ministère Amrouche, 1989 à 1991, est scrupuleusement évoqué. On ne voit guère apparaître nommément ni le FI ni les élections municipales de juin 1990, et guère celles de décembre 1991, annulées en janvier 1992. Précaution politique, sans doute, cette hypothèse est confirmée par le salut adressé par l'auteur au HEC et à ses hommes nouveaux. Rien de plus neuf en effet que le général Khaled Nezzar, Ali Kafi, Ali Haroun, Tejini Adam, ces caciques en apostrophe. Avait-il pas déjà, à un titre ou à un autre, exercé des charges importantes? Sans compter Mohamed Boudiaf, rappelé, suite à la mission Haroun au Maroc, où le prestigieux chef historique de 1954 avait dû trouver refuge près de 28 ans auparavant. Au total, les mémoires passionnants de Mohamed Salah Asnaoui sont une suite de réflexions d'un gestionnaire qui se présente comme rationnel, marqué de sensibilité et de hauteur de vue, mais qui porte la marque des aléas et de l'incertitude du présent. Les informations qu'il donne au lecteur sont plausibles, même si elles doivent être examinées par l'historien au vu des documents dont il peut disposer, qu'il se doit d'analyser et de confronter. Salah a sans doute des convictions, mais les exprimer en faisant référence précisément aux événements et aux acteurs de l'histoire relève d'un risque politique dont on comprend fort bien que l'auteur n'ait pas voulu le courir. De ce point de vue aussi, cette grande fresque qui nous fait aller du XIXe au XXIe siècle est une illustration autant que des affres du passé, de l'actuel modus vivendi algérien. Gilbert Meignet. Dédicace. À mes enfants. FWAD, NESMARIMA, Wael et Linda ASHWAK. À tous les militants, ex-combattants silencieux de la Wilaya 7 et de l'Algérie. Première partie, le viol des espérances. Je suis un homme qui fouille des cendres. Je suis un homme qui s'efforce de retrouver les braises de la vie au fond d'un âtre. A. de Saint-Exupéry. 1. Les remous des ZIBANS. 1.1. L'irréductible tribu face à ses épreuves. Une terre inhospitalière. L'homme est toujours le produit de sa société et de son milieu environnemental. Tout au long de cette vaste dépression, bien au-dessous du niveau de la mer, s'étale le piémont du versant sud de l'Atlas saharien. En ces lieux désertiques, le temps se suspend aux immenses cieux éternellement bleus. On n'y voit presque jamais ces nuages lourds qui annoncent ailleurs les féconds jours de pluie. Ici, dans ces immenses espaces, les jeux de lumière créent d'insolites ambiances qui selon les heures se modifient à l'infini. C'est la céleste sérénité où le soleil est roi. Le terrible astre raille et irradie à longueur de journée un maigre sol où ne pousse que d'insignifiantes végétations. C'est le domaine de la rocaille, des basses ronces et des éparses broussailles. La terre est toute craquelée, assoiffée, comme portée à incandescence et continuellement attisée par l'indomptable sirocco. C'est un paysage morne et triste qui s'étend à l'infini. Il n'inspire que la soif, la peur et la désolation. La température y est suffocante, la sécheresse étouffe la sporadique flore et flétrit sans cesse la chétive végétation, même les rares insectes les plus tenaces et les plus téméraires peinent pour y survivre. Par endroits, on y rencontre de hautes dunes de sable fin que les vents poussent à leur guise. Les jours de tempête on y voit surgir brusquement, des colonnes de poussière et de brindilles s'élevant en tourbillons dans le ciel, avant d'aller s'incliner par devant sa majesté Ra, le grand astre céleste.
Les quelques pousses rabougries de cette végétation toute primaire offrent tout juste un semblant de refuge aux reptiles. Serpents, vipères et lézards avec leurs inséparables compagnons, les indestructibles scorpions porteurs de mort et gardiens de ces lieux sinistres. Ces bestioles sont à l'affût du moindre signe de vie, pour mordre et piquer, distribuant avec générosité leur poison à qui se hasarderait sur leur territoire, leur royaume, leur chasse gardée ou sérisseau la masse granitoïde du Djebel Jissoum. Ce vieux mont, si rebelle, semble confirmer la légende selon laquelle il aurait refusé de se soumettre aux vicissitudes de Chrono, pour protéger ses voisins terrassés à ses pieds et que l'on appelle ici les Sept Dormants. Son sommet dénudé, très haut culminant, soutient vaillamment une vieille couronne de roches tout épointée, défiant encore l'érosion qui l'assaille depuis des millénaires. Il n'a pas fini de surprendre l'attentif observateur. Il ose encore donner naissance à de maigres oueds, qui quittent subrepticement ses plissements pour aller se jeter dans l'imprévisible Oued Djedi, unique affluent du Chott Melguir. Par ces quelques signes désuets, le vieux mont parvient encore à exposer avec une certaine présomption les traces de ses splendeurs antérieures. Le peu d'eau qu'il libère suffit pour éveiller la farouche volonté humaine, dont le travail acharné permit l'émergence des Ibannes. Ce mont s'ingénue à miroiter et à renvoyer sur ses alentours les rayons de l'ardent soleil, pour les accabler. Dominant les vastes plaines qui s'étendent vers le sud, il ferme l'horizon d'une large perspective et offre un même paysage qui, selon les lueurs du jour, se teinte de bleu argenté, de rose tendre ou d'ocre, pour mieux souligner chacun de ses caractères changeants. Il arrive parfois que l'on se surprenne à voir, loin au fond d'un lit d'oued rocailleux, un semblant de pâle verdure qui, comme un mirage, colore ce paysage et l'agrémente d'un léger camouflage. Seul le maître du ciel impose sa loi sur ces angoissants reliefs. Ici, il n'y a point de saison. L'éphémère hiver ne dure que le temps d'une averse, après, c'est l'été permanent. Très tôt, dès l'aurore, le soleil surgit de son mystérieux orient pour aller se hisser sur son trône du zénith, où il s'offre avec vigueur sur cet espace. Là, il se plaît à libérer toute sa puissance destructrice. L'insupportable canicule rend vain tout effort du genre humain. Ce n'est que tard le soir, au moment de son déclin, qu'il laisse s'adoucir l'air environnant. Cet instant-là se transforme en apothéose du désastre. L'Occident s'illumine comme pour une fête grandiose. Il prend les formes d'un gigantesque brasier, un brasier digne de la Géhenne d'où jaillissent et s'entremêlent toutes les nuances du rouge et du violet. C'est le signe final qui annonce la fin du jour. L'unique instant où émerge une curieuse esthétique, que n'admirent nullement les malheureux habitants de ces lieux. En effet, la mise en valeur de cette terre d'exclusion est un défi à la nature, que seuls peuvent entreprendre de téméraires agriculteurs. 1.2. Intrigue pour une dépossession. C'est bien dans ce milieu d'année, la conquête se poursuivant, que l'armée coloniale a choisi d'y déporter en mai 1876 les survivants, veuves et orphelins, de la bataille d'El Amri que lui livra la vaillante tribu des Bouazides. Depuis de longs mois déjà, les fils de cette tribu résistaient à l'envahisseur avant d'être écrasés dans leur bourg ancestral. Ce sont donc les descendants de ces bannis qui fondèrent et mirent en valeur l'immense plaine de Doussan. Pendant longtemps, le soir, au crépuscule, on voyait réapparaître des ombres floues, à peine recouvertes d'amples gandouras ceintes à la taille par de lourdes cordelettes tressées en crin de palmier. Ces ombres allaient et venaient à travers champs. Elles animaient cet espace silencieux et indéfini, faisant semblant de cultiver de minuscules jardins. Obstinément, ces êtres suaient et transpiraient pour redonner vie à ce milieu d'enfer. Ils récupérèrent et sauvegardèrent ingénieusement la moindre goutte d'eau, la puisant dans la nappe phréatique, au prix d'un considérable effort. L'implacable canicule du jour contraignait ces malheureux à se terrer dans d'insignifiantes habitations faites de branchages et de briques en terre simplement séchées au soleil. Leur souci quotidien, c'était leur lutte contre la sécheresse et le dessèchement. La répression coloniale, l'aridité de la terre, la soif et la famine étaient autant d'épreuves qui les poussèrent à se surpasser dans un effort surhumain. C'est dire qu'en dehors du travail de la terre et de la prière, ils n'avaient rien d'autre à faire que marmonner leur ressentiment contre ceux qui les réduisirent à un indicible esclavage. Depuis leur déportation, tous les horizons leur avaient été fermés. Ils ne pouvaient s'évader ni physiquement, ni mentalement. Comme des pitres fous, ils marmonnaient de sempiternelles imprécations contre leurs implacables dominateurs.
Seule la leçon des cuisants échecs de leur père massacré sans jugement les empêchait de renouveler l'expérience d'une nouvelle et sanglante révolte qu'ils savaient perdue d'avance. Ils supportaient stoïquement leur triste sort comme un moindre fardeau en s'astreignant à un illusoire espoir. C'est pour cela que tard dans le soir, ils sortaient réparer les absolus dégâts que leur causait le soleil, après qu'il eut daigné aller rejoindre son ouest douillet. Les petites parcelles qu'ils avaient arrachées au désert, après les travaux forcés, les avaient occupées pendant de longues années. Ils végétaient la nuit venue, sur ces bouts de champs, qu'ils animaient miraculeusement. Dans la pénombre on distinguait à peine leurs ombres qui se mouvaient comme des fantômes nocturnes. Avec le frémissement de la bise du soir et les dernières lueurs crépusculaires, ils réapparaissent courageusement pour effectuer leurs travaux. On devinait à peine leur forme vespérale, esquissant de temps à autre un imperceptible mouvement. Leur silhouette se pliait, se courbait et se redressait avec une lente cadence comme pour une insolite prière. Leur cadence et leur rythme se conjuguaient avec le subtil jeu de lumière, pour créer une irréelle ambiance entre ciel et terre, que seul un peintre du talent d'Étienne Nasreddin Dînet saurait colorier avec toutes les nuances voulues. Au-dessus de leur tête, la voûte céleste s'illuminait de multiples constellations, et les étoiles scintillantes leur faisaient l'aumône d'éclairer leurs minuscules champs. L'ordre naturel des choses s'éveillait sans brusquerie en ces instants, où tout n'était que silence et patience. Les aïeux de ces étranges cultivateurs furent du temps de leur splendeur, de redoutables guerriers. Ils constituaient à ce titre les forces auxiliaires des Bouokaz, les seigneurs des Dawawida. C'était dans cette famille que l'on choisissait, par consentement, le titulaire de la prestigieuse fonction de cheikh el-Arabe, qui commandait à tous les habitants des vastes régions s'étendant du sud de l'Atlas saharien jusqu'aux confins de la Kabylie, en passant par le Hodna, les hauts plateaux allant de Sétif à Oued-Zenati et même au-delà vers Guelma. Depuis leur dépossession et leur déportation en ces lieux, les descendants de la puissante tribu des Bouazides s'habituèrent à supporter toutes les rigueurs administratives et climatiques qui leur furent imposées. Ils avaient du mal à dissimuler leur misère et leur haine, qui remplissaient leur cœur ensanglanté. Blasés, peu leur importait le lieu où ils se trouvaient et le temps qu'il y faisait. Cette dramatique insouciance les aida à oublier jusqu'au nom des jours qui passaient. Ils avaient appris à renoncer à compter ce temps dont on les avait spoliés par la force des armes, pour les rabaisser au niveau bestiaire. Ce doigt de l'oubli ne comptait que quelques masures. Ces habitants avaient fini par accepter leur isolement et leur solitude, sachant qu'ils étaient soustraits au reste du monde. Ils avaient conscience qu'ils n'étaient plus que des morts vivants. Ils devaient effacer de leur mémoire leur récente histoire. Ils oubliaient même, très souvent, de manger. Aux diverses privations, s'ajoutait celle de la liberté. Ils n'affichaient plus que leur amnésie collective pour se supporter. Ces hommes repensaient souvent à la grandeur d'âme de leurs aînés, à leur poids sécuritaire, à leur juste rôle, dispensé autour d'eux, dans toute la région des Ibannes. Maintenant, ils ne sont plus que des naufragés voguant au hasard sur un océan d'incertitude. Ils sont devenus victimes d'un complot politique très particulier. Alors ils s'accrochaient aux lopins nourriciers qu'ils avaient arrachés à cette terre de limbe, uniquement pour s'éviter de nouvelles dérives. Ils ont été transférés là, par punition collective, pour payer l'audace de leurs pères révoltés. Les hommes fiers avaient refusé de se renier et de se soumettre à l'humiliation et à l'injustice coloniale. Leurs harcèlements sont apparus, dès la destitution de Cheikh el-Arabe, Ferhat Bouokaz, et son remplacement par Bouaziz Bengana, en 1844, le jour même de l'entrée des Français à Biskra. Ce changement eut lieu sur les ordres du duc d'Aumale, commandant le corps expéditionnaire français. Un tel ordre brutal bouleversa la hiérarchie traditionnelle, et indisposa toutes les tribus de la région des Ibannes. Dès qu'il reçut les insignes de sa désignation, Bouaziz Bengana, qui attendait avidement cette promotion depuis bien plus longtemps, répartit le territoire régional de la manière féodale suivante. Il se réserva le commandement des Ibannes Est, Zabcherghi, dont il était originaire, jusqu'à Tougourt et au-delà. Il confia le caïdat de Biskra-Ville à son parent Mohamed Seguir, et les Ibannes Ouest, Zabel Garbi, à son fils Boulakras qu'il promut Pachaga. Il se dota d'un cabinet, diwan, avec différents secrétaires et des cavaliers chargés du courrier et des liaisons, dont il confia la direction à Ahmed Yahya, un honnête intellectuel d'une famille de lettrés de la tribu des Bouazides.
Le secteur des Iban ouest confié à l'arrogant Boulakras s'étendait le long de la route Biskra-Boussada. Il englobait les villages et bourgs suivants: Ben Naoui, Bouchagroun, Zatcha, Farfar, Tolga, Bordidje Ben Azouz, Fougala, El Amri, Ouled Djelal et Sidi Raled. Le bourg d'El Amri était le fief de la puissante tribu des Bouazides, qui furent pendant très longtemps le fer de lance de la famille des Bouokaz. Il comptait une population d'environ 12 000 âmes, laquelle vivait jusque-là dans un petit paradis plusieurs fois centenaire. El Amri était pour l'époque une importante bourgade de plus de 2000 maisons. Ce bourg était arrosé par l'Oued Grous. Il s'y effectuait d'intenses échanges commerciaux. Ses habitants vivaient paisiblement cachés au milieu d'une gigantesque forêt de palmiers, où s'enfouissaient de spacieuses habitations. La palmeraie comportait plus de 100 000 arbres, des dattiers, des grenadiers, des abricotiers, des figuiers, des vignes en treilles, des oliviers, des orangers, des citronniers et s'étendait sur plus de 1500 hectares. Un véritable Éden, dont les habitants avaient fait jaillir de multiples sources d'eau, qui faisaient l'admiration de tous les cultivateurs de la région. Cette forêt était d'une telle densité, disait-on, que les visiteurs piétons avaient de la peine à trouver leur chemin pour accéder aux villages qui s'y dissimulaient. Mi-cultivateurs, mi-pasteurs, ces villageois savaient judicieusement concilier les deux activités. Ils constituaient l'essentiel des forces auxiliaires pour le maintien de l'ordre régional et l'équilibre social dans les vastes régions de l'Est algérien au service des Bouokaz, pour le compte du bey de Constantine et même pour celui de l'émir Abdelkader. Ils pouvaient rapidement mobiliser quelques 1500 cavaliers et des dizaines de fantassins. En fait, ces hommes confondaient leur mission sécuritaire entre le devoir régional et les intérêts particuliers de leur cheikh el-arabe. 1.3. Exécution d'un crime de guerre. Dès leur prise de fonction, les Bengana se mirent à abuser de leur pouvoir et à importuner les chefs des tribus concernées. Ils s'attribuèrent un droit régalien de vie et de mort sur chacun des membres des tribus de cette région. Bientôt une certaine résistance régionale commençait à se manifester contre leur turpitude. Les braves Oasiens toléraient mal l'inquiétante présence des Français, et surtout celle de leurs zélés serviteurs. C'est dans ce contexte qu'éclata 5 ans plus tard la révolte de Bouziane dans l'oasis martyre de Zatcha en 1849. Évidemment, les Bouazides ne ménagèrent pas leur aide et leur soutien à leurs frères lors de cette bataille. Cette assistance les avait rendus encore plus que douteux, aux yeux des zélés collaborateurs de l'armée coloniale, les Bengana père et fils. En dépit de leur éloignement de Biskra, ils étaient continuellement espionnés. D'autant qu'ils refusaient de continuer à fournir les contingents habituels de sécurité, au profit de ces renégats. Les arrogants Bengana exigeaient tout bonnement de faire des Bouazides des mercenaires à la solde des généraux de l'armée coloniale. Aussi, leur refus de se soumettre aux injonctions itératives attisa contre eux l'exaspération de cette famille. Pour se les assujettir, ces suppôts en exigèrent le paiement immédiat, avec effet rétroactif, de l'impôt dit lesma, dont les Bouazides en étaient exemptés. Le bénéfice de cette faveur leur était accordé par le régime bellical, non encore modifié ou abrogé par les Français. De part et d'autre la méfiance s'installa. La tribu devenait donc coupable d'un crime de lèse-majesté. Quant à elle reprochait aux Bengana de nombreux griefs, comme leur trahison durant la résistance du Bey Hadj-Ahmed, leur attitude néfaste lors de la révolte de Zatcha, ou encore leurs entraves au soutien des populations à la légitime révolte d'El Mokrani en 1871. Elle avait donc de sérieuses raisons de se défier des véreux Bachagas qui ne tardèrent pas à appeler à leur rescousse la puissante armée d'Afrique, dans le but de la réduire et lui faire subir le même sort que ses frères de Zatcha. Dès lors, Boulakras monta contre elle une cabale de la pire espèce. Les généraux français n'avaient plus qu'à programmer l'anéantissement de la valeureuse tribu, dont les membres ont été considérés comme fauteurs de troubles. Ce fut un crime de guerre avec toutes ses conséquences. La cruelle bataille d'El Amri avait été couverte d'un épais voile noir. Ce massacre déshonora à jamais les prétentieux généraux Carteret et Roquebrune, ainsi que leurs troupes aguerries. Le Bachaga Boulakras, en petit despote, s'ingénia à se trouver de multiples prétextes pour provoquer sans cesse les Bouazides et les pousser dans une situation de rébellion, pour les déposséder ensuite. Croyant à une parade de prestige et d'intimidation,
il tenta contre eux une première expédition de démonstration de force. Il pensait que son armada, 1 millier de soldats, suffirait à semer la peur et le désarroi chez ses adversaires. Il croyait pouvoir briser définitivement toute véhémence de cette tribu. Or, dès que son importante troupe entra sur leur territoire, en octobre 1875, elle fut encerclée et totalement isolée. C'est alors que commencèrent des palabres sans fin. Les manigances de ce Bachaga étaient sous-tendues par son désir de s'enrichir toujours davantage au détriment de ses victimes. Il prépara leur spoliation tout en les offrant à la vindicte de l'armée coloniale. En minable féodal, il voulait dominer non seulement les corps mais aussi les esprits de ces fiers paysans guerriers qui demeuraient aussi indomptables que le roc de leurs éternelles montagnes. La nocivité machiavélique de ce sinistre Bachaga se révéla dans toute sa laideur. On a vu que le cabinet de son père, Cheikh el-Arabe, Bouaziz, était placé sous la conduite d'un intellectuel issu de la tribu des Bouazides, l'honnête Ahmed Yahya. Homme aussi intrépide dans le maniement des armes qu'érudit dans les sciences humaines, il s'occupait de tout le secrétariat de ses employeurs, et assurait à ce titre toutes les relations avec tous les chefs de tribu des Ibanes. Son aura dépassait même les limites régionales. Dans l'exercice de ses fonctions, il ne tarda pas à se rendre compte que les relations entre ses employeurs et sa tribu allaient de mal en pis. Ce qui ne pouvait le laisser indifférent. De plus, Ahmed Yahya avait découvert les infâmes duplicités des Bengana avec les généraux de l'armée d'Afrique. Il refusa de cautionner plus longtemps leurs macabres agissements. C'est que les Bengana, père et fils, avaient pris la criminelle habitude de lui faire inviter au motif de concertation les grands chefs des tribus locales, qui manifestaient quelque velléité de résistance à l'égard de l'occupant français. Ahmed Yahya, connu par la noblesse de ses actes et par le respect de la parole donnée, inspirait confiance à tous. Mais en vérité, il était seulement utilisé comme aval au préliminaire par les sordides Bengana. Ils s'en servaient pour tromper la méfiance de leurs invités, auxquels ils dressaient de véritables traquenards. Dès que les correspondances aboutissaient et que les invités arrivaient à Biskra, ils étaient reçus avec faste et apparat selon les règles de la difa coutumière. Mais la nuit venue, les malheureux chefs de tribu disparaissaient mystérieusement. Le cheikh el-Arabe et ses enfants les faisaient assassiner pendant leur sommeil en les décapitant, pour envoyer dans des sacs leurs têtes ensanglantées à leurs maîtres les militaires français, comme signe de leur indéfectible subordination. Un traitement aussi vil ne pouvait être partagé, par celui qui signait les correspondances d'invitation, recevait les hommes de marque et négociait avec eux les accords et les ententes. Le code d'honneur, chez toutes les nations du monde, ne saurait tolérer tant de reniements. Là des tromperies de ses employeurs, Ahmed Yahya quitta précipitamment son poste à Biskra et alla se réfugier à El Amri chez son frère Messaoud, cadi de la tribu, c'était en décembre 1875. Bien évidemment, cet abandon de fonction ne fut pas du goût de ses patrons. Boulakras considéra Ahmed Yahya comme séditieux et exigea son retour immédiat et sans condition, comme s'il s'agissait d'un esclave. Dans une ultime tentative de rapprochement des points de vue, Messaoud, le frère d'Ahmed et non moins cadi du bourg, se rendit à Biskra pour essayer de trouver une solution acceptable par les deux parties. Le malheureux fut immédiatement décapité, dès son arrivée. Un tel crime souleva l'indignation de toutes les populations régionales. Malgré cela, Boulakras continua à réaffirmer ses oukases avec moult menaces, exigeant la levée de l'encerclement de sa troupe, la remise du fugitif, le paiement de lourdes amendes avec les rappels de la lezma. En fait, sur les conseils d'un certain capitaine Lefroy, chef du bureau arabe, agissant pour le compte de l'Agrené nouvellement promu, commandant supérieur du cercle de Biskra, le Bachaga s'était référé à la toute nouvelle loi coloniale dite « Loi Varnier de 1873 » qui légalisait la dépossession des tribus algériennes de leurs terres. Ainsi les terres algériennes avaient été francisées pour être facilement transférées à la colonisation. À cette époque, la corruption avait libre cours au sein des cercles d'officiers qui avaient en charge l'administration locale, et le sieur Boulakras s'était passé maître dans cette spécialité de brigandage. Il savait comment s'y prendre pour rallier à sa cause les officiers les plus réticents. Dans ses sombres manigances contre les Bouazides, il invoqua aussi un imparable argument.
Il les accusa injustement d'avoir assassiné le dernier cheikh el-arabe déchu, Ferhat Bouokaz, crime qu'il a lui-même organisé, et de donner asile aux déserteurs de toute Akabi pour mieux préparer, selon lui, leur imminent soulèvement. De telles insinuations ne pouvaient laisser indifférents les colonisateurs. Il souligna en outre avec force détail les discours incendiaires d'un poète bouzidi, nommé Ahmed Ben Ayash, qui, disait-il, était un dangereux agitateur religieux, agissant au profit des Bouokaz, famille toujours considérée comme ennemie de la France. Selon ce véreux Bachaga, le feu couvait, et très bientôt on assisterait à un embrasement généralisé de toute la région des Iban-Ouest. Grâce à ces allégations, Boulakras réussit à entretenir la confusion et à allumer l'incendie. Il inonda le commandement militaire de rapports aussi inquiétants que fallacieux. En fait, il accula les Bouazides dans une situation qu'il savait inacceptable pour eux, car il voulait faire d'eux un exemple pour propager dans la région sa sinistre réputation d'homme de terreur qui traite avec une implacable cruauté tous ceux qui seraient tentés de contester ses oukases. Pour ce sinistre individu, la démonstration de force envers les Bouazides devait être exemplaire. L'ébullition grondait, et la révolte devenait chaque jour plus perceptible. Les hommes de cette tribu qui se sont toujours considérés comme libres, de vrais Amazighs, se sentaient trahis et bafoués par leur lâche ennemi. On imagine aisément leur répulsion contre les graves entorses à leurs droits, et surtout leurs aversions contre tout paiement d'impôts indus. Ils ne tardèrent pas à constater l'entrée en action des militaires français. Ceux-ci se présentèrent dans une première phase comme des conciliateurs, mais en étant à la fois juges et parties, à la manière de Ramin Agrobis. Ils demandaient la levée de l'encerclement sur la troupe de Boulakras, la livraison d'Ahmed Ben Yahya et celle d'Ahmed Ben Ayash, et le tout sans condition. Ces exigences ont été repoussées par la fière tribu, qui rompit tout contact avec les faux émissaires dès fin décembre 1875. Les Bouazides tombèrent dans le piège apprêté, car en fin de compte, ils furent placés devant le dilemme suivant: devenir les serfs de Boulakras ou mourir dans l'honneur pour protéger leurs biens. Il ne restait plus aux officiers conciliateurs que de les déclarer en situation de rébellion, et de faire marcher sur eux la puissante armée coloniale. Le général Carteret arriva en février 1876 avec des troupes fraîches, libéra ainsi les hommes encerclés de Boulakras et les enrôla dans ses effectifs, et commença la mise en place d'un dispositif d'encerclement d'El Amri. Il continua à demander et recevoir de plus en plus de renforts. Ainsi les assiégés, sans moyens, furent contraints de se battre à 1 contre 10. Ils ne disposaient que de quelques 492 fusils archaïques, dont la portée ne dépassait pas 250 mètres, qu'ils ne pouvaient charger qu'en position debout, s'offrant ainsi comme cible idéale à leurs ennemis disposant de fusils perfectionnés et de longue portée. Cavalerie des Bouazides lors de la bataille d'El Amri, avril 1876. Archive Wikipédia, d'après Frédéric Arthur Bridgman. Défavorisés matériellement, ils n'avaient que leur bravoure et leur connaissance du terrain pour s'opposer à une puissante armée moderne. Ils subirent donc, en position de faiblesse, de nombreux assauts guerriers savamment préparés. Le plan de bataille avait été étudié par les espions français depuis de longs mois, et soumis à un état-major qui décida de la mise en œuvre de matériel de guerre ultra sophistiqué, comportant une lourde artillerie. Il y avait aussi ces terribles mitrailleuses à tir rapide, jusque-là inconnues des habitants d'El Amri. L'armement individuel des assaillants comportait aussi des fusils rechargeables par leurs culasses, et dont les tirs portaient à une distance de 650 à 800 mètres. Après de multiples escarmouches, la bataille s'engagea le 3 avril 1876. Dès la première charge de la cavalerie des Bouazides, commandée par Ahmed Ben Ayash, les Français utilisèrent leurs mitrailleuses lourdes. Soigneusement dissimulées, elles crachèrent leur feu nourri et décimèrent le plus grand nombre de cavaliers. Ahmed Ben Ayash tomba parmi les premiers martyrs. Ces valeureux cavaliers ignoraient l'existence de cette redoutable arme. Les survivants refluèrent en désordre vers leur épaisse palmeraie, et se mirent sous le commandement d'Ahmed Yahya assisté de nombreux chefs de fraction, et notamment ceux des Ouled Saoud. Ce commandant sut comment organiser une relativement longue résistance. Il fit investir à ses hommes tous les espaces libres de leur bourg qu'ils défendirent âprement.
Ces valeureux combattants lancèrent durant tout ce mois de combat, de fulgurantes mais vaines opérations pour briser leur encerclement. Ils ne parvinrent pas à percer la ligne ennemie. Leurs assauts souvent nocturnes ou à la faveur des vents de sable en cette période printanière furent tous repoussés. Certes, au cours de leur riposte désespérée, ils firent payer à l'ennemi un lourd tribut et faillirent même remettre en cause le plan du général Carteret savamment élaboré. Ils se battirent souvent à l'arme blanche, en l'absence de munitions. Mais les bombardements à l'arme lourde, qui leur étaient imposés, à distance, pratiqués selon les tactiques militaires modernes, se poursuivirent sans discontinuer. Ces bombardements continus ne laissèrent aucun répit aux combattants et à la population martyre. Les troupes coloniales avançaient inexorablement, détruisant maison après maison et achevant impitoyablement tous les blessés rencontrés. Ces bombardements et ce siège hermétique les soumirent à une mort dans l'honneur. Devant la farouche résistance des assiégés, Carteret mobilisa sans cesse de nouvelles forces et dut appeler à son secours le général Roquebrune qui arriva à marche forcée de la lointaine Boussada. On rappellera que l'exécution de cette bataille nécessita du côté français la mobilisation d'effectifs importants. Ils arrivèrent de Biskra, de Batna, de Constantine et enfin de Boussada. C'est comme si toute la région de Biskra était en feu. Les troupes engagées dans cette bataille sont les suivantes. 1. Le millier de fantassins du Bachaga Boulakras. 2. 300 goums du commandant Lagrenet, stationnés à Biskra. 3. 200 cavaliers et 500 fantassins de Mohamed Esseguir Ben Ghana, caïd de Biskra. 4. Le 1er régiment d'artillerie du colonel Baru avec 14 canons lourds et 14 obusiers. 5. La 1re compagnie de tirailleurs indigènes. 6. Le 11e bataillon des chasseurs d'Afrique du colonel Debuche. 7. Le 3e SPAI du commandant Gallet, voir photo numéro 16. 8. Le 3e RTA du commandant Gélé. 9. Le 3e Zéphyr du capitaine Fabre, voir photo numéro 14. 10. Le 3e bataillon d'infanterie légère. 11. Le 11e escadron du train. 12. Le régiment de Boussada arriva le 22 avril, avec à sa tête le général Roquebrune et son adjoint le colonel Bruno. Ces officiers supérieurs commandaient une troupe exclusivement composée d'un millier de soldats d'origine européenne, disposant de 16 canons lourds tractés, ce qui porte la puissance destructrice de cette soldatesque à plus de 50 engins de mort. El Amri, pays de la prospérité, de l'opulence et de la douillette vie, fut dévasté jour après jour et à jamais perdu. Le général Carteret s'étant assuré le concours de Roquebrune, éleva ses effectifs à plus de 20 000 hommes, et s'adjoignit 4 colonels, 7 commandants et 12 capitaines avec un nombre considérable de sous-officiers formés dans les écoles de guerre napoléoniennes. Ainsi, il isola hermétiquement cette bourgade et empêcha les assiégés de recevoir une quelconque aide des tribus voisines. Les combattants isolés recoururent donc à leurs sabres et à leurs couteaux rouillés, bien inefficaces en pareil cas. Le combat ne cessa que par épuisement des défenseurs, qui perdirent des centaines de morts. El Amri entièrement rasé, le bilan final fut terrible. 2100 Bouzidis et 400 Moudjahidines de Selmia et Rahman massacrés. La glorieuse oasis d'El Amri tomba finalement le 30 avril 1876 et fut totalement vidée de ses derniers habitants. Les efforts de plusieurs générations sur plusieurs siècles de labeur furent réduits en cendres en un mois de combat par cette soldatesque impitoyable. Au cours de la bataille, elle utilisa plus de 50 canons, des dizaines de mitrailleuses lourdes et des fusils à répétition des toutes dernières productions de la puissante industrie du Creusot et de Saint-Étienne. Après la reddition, on obligea les femmes et les enfants à sortir des décombres de la Palmeraie pour les cantonner en plein air sous la garde du capitaine Fabre, photo ci-après, et ses soldats du 3e Zéphyr. Ce capitaine demeurera tristement célèbre pour sa barbarie et ses crimes. Longtemps, son souvenir sera rappelé inopinément pour terroriser les petits-enfants. Cet ignoble officier eut pour sale besogne de procéder aux identifications des familles et d'exécuter froidement tous les combattants blessés, ainsi que tous les suspects ayant disposé d'une arme. En effet, la simple possession d'un couteau confondait les combattants et les condamnait à la mort.
Le sinistre capitaine usa et abusa de sa mission pour effectuer un véritable carnage sur la population vaincue. Il fit mettre le feu à l'âme de l'Oasis, un patrimoine culturel considérable, constitué de plusieurs centaines de manuscrits. Il procéda aussi à l'inventaire des richesses qu'il déclara comme butin de guerre, pour les distribuer ensuite selon ses propres volontés. 1. L'inventaire du butin récupéré sur les Bouazides fut considérable. Il comportait des centaines de chevaux et autant de mulets, des milliers d'ânes, 1 millier de dromadaires, 143 380 moutons et chèvres. Favre récupéra aussi 75 400 francs or. Il dépouilla les femmes de tous leurs bijoux. C'est dire que tous les biens de la tribu furent spoliés. Avec cela, les survivants furent condamnés à payer 2. 10 000 FR or à valoir sur une contribution de guerre de 210 000 FR or, payable sur une période de 5 ans. En fait, ils continuèrent à la payer jusqu'en 1910. 3. 6 000 FR or, au titre de la dia pris du sang des goumiers tués pendant la bataille. 4. 3 000 FR or pour chaque cheval tué, de la cavalerie coloniale. 5. 45 200 FR or au titre d'indemnité pour 452 prétendus fusils non livrés. 6. 50 100 FR or pour de prétendus fusils, 501, qui auraient été remis aux tribus voisines, soit un total de 314 300 FR or, équivalent à plus de 300 milliards de centimes. En attendant l'acquittement de ces sommes colossales, que l'on comparera à la somme de 5 milliards de francs, que les Allemands exigèrent des Français lors du siège de Paris en 1871, les biens agricoles des Bouazides à El Amri et à Fougala furent placés sous séquestre. L'arrêté de mise sous séquestre fut signé par le gouverneur général de l'Algérie le 10 juin 1876. Autant dire que la malheureuse tribu a été condamnée définitivement à l'esclavage pur et simple. Ces immenses palmeraies furent cédés à 3 colons Treilles, Forcioli et Saradin, le 3 novembre 1879. Quant à celles de Fougala, avec leurs 600 hectares de terre, elles furent confiées à la gestion de la compagnie coloniale de Biskra et de l'Oued-Rir qui les cédera en 1920 au colon Bucher. Celui-ci les liquidera, à son tour, au profit du transporteur Rodari de Biskra. Ainsi, la tribu des Bouazides fut la deuxième tribu algérienne, après celle d'El Mokrani en 1871, à subir toute la rigueur de l'inique loi Varnier. Et ce n'est pas tout. Dès qu'il termina le massacre et le dépouillement des Bouazides, Favre fit déplacer les femmes, veuves et orphelins ne dépassant pas l'âge de 14 ans, vers la plaine désertique de Doussan, distante de 30 km au sud. Ces déportés furent obligés de créer leur propre cantonnement de fortune, avec des branchages divers. Quant aux rescapés mâles et leurs ouvriers agricoles, ils furent frappés de disgrâce et expulsés par petits groupes, très loin d'El Amri vers les régions suivantes. 1. Les survivants des Ouled Saoud à Barika, chez les Ouled Bouaoun, pour une première partie, une deuxième à Batna, et une troisième à Constantine. Son but était de faire en sorte que cette fraction ne puisse jamais se regrouper, et former un groupe important. 2. La fraction des Djebabra fut déplacée vers la lointaine Tiaret. 3. La fraction des Ouled Driss Amsila. 4. La fraction des Ouled Youb à Tébessa. 5. Les chefs de famille Kébir de Djema, et tous les notables furent déportés définitivement comme prisonniers rebelles en Nouvelle-Calédonie, 19 en Corse et 68 otages détenus à El Koudia, la triste prison de Constantine où ils moururent sans grâce. 1.4. Punition et harcèlement. Enfin, 1 millier d'hommes valides et les ouvriers agricoles, jugés physiquement utiles par Favre parce qu'assez vigoureux, furent condamnés aux travaux forcés et enrôlés pour la construction des 2 tronçons de route, reliant Biskra à Batna, 130 km au nord, et Biskra à Omal, Sour El Ghozlan, 300 km au ouest-nord. Autant dire qu'il les condamna à une mort certaine. Ceux qui en revinrent furent infimes. Les témoignages qu'en firent les chroniqueurs militaires comme le commandant Sécora et autres, sont accablants. Absence de nourriture, d'eau et d'abri, sans aucun soin pour les malades et victimes des morsures venimeuses. Quand ils décédaient, leur geôlier leur refusait le droit à une simple sépulture. Ils les abandonnaient au bord de la route, à la merci des chacals et des hyènes, invoquant la perte de temps pour creuser des tombes. Quant à Doussan,
le lieu choisi pour y cantonner les femmes et les enfants, il répondait parfaitement aux soucis stratégiques de l'occupation coloniale. Les militaires retinrent ce lieu semi-désertique, à mi-distance d'El Amri et d'Ouled Djellal, 25 km, à peine 2 heures de trot à cheval pour humilier leurs prisonniers en les contrôlant plus facilement. Le cantonnement forcé de ces orphelins de martyrs et de leurs mères les arrangeait pour réaliser divers travaux d'intérêt domestique militaire. De ce lieu aride et contraignant, patrie du sirocco et des vents chauds, aucune tentative d'évasion n'était possible. Les jeunes forçats fournirent des efforts surhumains pour continuer à exister. Pour eux tous, ce fut le dernier voyage. Seul le cimetière qu'ils créèrent à flanc de colline connut une expansion continue. L'armée coloniale, force répressive aveugle, voulait montrer à ceux qui auraient été tentés de suivre l'exemple de leur père, comment elle appliquerait la loi d'airain aux indigènes contestataires. Cette féroce répression avait bien pour but d'effacer de l'esprit des vaincus toute velléité d'irrévérence ou de fierté qu'ils manifesteraient envers ses représentants. Les déportés furent obligés de construire, à titre de corvée permanente, une digue sur l'Oued pour la retenue d'eau, puis l'extension d'une forteresse militaire couvrant 1 hectare au sommet d'une colline dominant la vaste plaine. Ainsi, ce fut dans la douleur que se décida l'émergence de l'actuelle oasis de Dousan. La forteresse, premier établissement militaire construit, sera désignée sous le nom de Bordidjet, en raison de ses tours et de ses meurtrières. Elle avait été conçue avec des dimensions gigantesques, pour allonger indéfiniment la durée des travaux forcés. Elle englobe de multiples fonctions. Appartements des officiers, chambrées pour les hommes de troupe, infirmerie, armurerie, écurie, magasins de stockage pour produits divers et des cellules en cave pour servir de prison aux suspects indigènes. Cet immense et imposant ouvrage nécessita 13 ans de travaux continus pour les malheureux enfants des vaincus. Ils y peinèrent durant tout ce temps, sans être nourris par leurs geôliers. Beaucoup d'entre eux périrent pendant les travaux de fondation. Leurs cadavres furent jetés à même les fosses ouvertes, avant les remblais. De 13 à 26 ans, ces jeunes ne connurent rien d'autre que les travaux forcés sous la menace permanente des spahis. Ils devaient ouvrir des carrières pour déterrer les moellons, les étaler pour les faire sécher au soleil, les transporter ensuite sur leur dos, pour les mettre à pied d'œuvre, monter du fond de l'Oued et rouler en côte raide, sur une distance de plus 500 mètres, de lourdes citernes d'eau, malaxer les mortiers nécessaires aux maçons avec leurs pieds. Voilà ce que fut l'occupation exclusive des enfants de la tragédie d'El Amri. Ils en gardèrent des souvenirs atroces, qui leur permirent de cultiver une résistance morale inavouée mais éternelle. Bien des années plus tard, la légende racontait que les âmes des malheureux jeunes gens, morts d'épuisement et non décemment ensevelis, revenaient rôder la nuit venue tout autour du funeste fort. Pendant longtemps, les déportés n'osaient pas franchir de nuit le lit de l'Oued hanté, terrifiés par les histoires de fantômes nocturnes qui ressurgissaient en feu follet. Ce n'est qu'en 1889 que la forteresse fut achevée. Après sa réalisation, les bataillons de manœuvre et de constructeurs furent enfin autorisés à transformer leurs gourbies en masures. À partir de là, on vit apparaître les premières constructions avec des murs et des terrasses. On construisait avec des briques d'argile séchées au soleil. Peu à peu le douar changea de physionomie, en s'étendant au nord du lit de l'Oued, sur la dépression que dominait la forteresse militaire. Il fallait bien que cette extension puisse être facilement surveillée à la jumelle. Même les indicateurs des Bengana n'étaient pas considérés comme très fiables. Le village prit les formes d'une agglomération organisée en damier, qui ne ressemble en rien au traditionnel bourg maghrébin. Le tissu urbain retenu par les militaires coloniaux se tissa en partant d'une immense place carrée, pouvant contenir un régiment. Il s'articula de part et d'autre de larges rues en terre battue, sans trottoir selon un tracé nord-sud, est-ouest. Ces grandes ouvertures facilitaient la surveillance et l'observation, à partir du haut du Bordidjet, point culminant. Tant pis pour la tradition, les Bouazides s'adaptèrent aux nouvelles techniques et leurs maçons assimilèrent les règles de la géométrie. Il n'empêche que sortis du village, les autres constructions se perdaient vite dans les grands espaces aux franges floues. Ce nouveau cadre urbanistique rompait avec l'ancien modèle conçu à partir de l'architecture traditionnelle saharienne, avec ses étroites ruelles qui cherchaient à limiter les ardeurs de l'intense ensoleillement. La grande place devenant le cœur du village, rythma la vie de ses habitants.
C'était ce lieu qui régulait toutes les activités de cette population. Rapidement, on y vit s'ouvrir quelques échoppes pour les activités artisanales et commerciales. Ces échoppes hébergèrent 2 cafés morts, un savetier, un tailleur et un marchand d'articles hétéroclites de consommation courante. Complément logique et indispensable aux activités domestiques et notamment aux travaux des champs, la place, véritable foyer ardent culturel et économique, régula la vie sociale de cette oasis en formation. Elle devint le forum des débats démocratiques des sages du village, réunis au sein de la Djema. Elle servit de stadium pour les jeux collectifs, notamment ceux du printemps. Pendant les autres saisons, elle servit de lieu d'échange à toutes sortes de commerces. 2 fois par jour, elle était le lieu de fébriles animations. Le matin, on venait y vendre ou acheter ou seulement admirer les vives couleurs des fraîches légumineuses. Il y avait là des nombreuses bottes de carottes, de navets, des couffins de tomates et de poivrons, des oignons en tas, des courges, des melons et des pastèques, des sacs de céréales, c'est-à-dire toutes les productions locales. Le soir, la gent masculine venait s'y détendre en s'allongeant sur une natte en alpha tressée et s'y faire servir une bonne tasse de tisane de menthe fraîche. Quelquefois, quand elle était envahie par les immenses ombres du soir, elle se transformait en caravansérail de plein air pour les nomades chameliers et les colporteurs de passage. De temps à autre, elle était aussi le lieu de spectacles insolites que produisent les légendaires Médas, munis de leur simple bendir ou galal, d'un rébab et d'une flûte en roseau. Le tempo et les sons de ces instruments archaïques suffisaient pour créer chez leurs curieux auditeurs une atmosphère de recueillement et d'espoir pour des jours meilleurs. Ces artistes occasionnels savaient comment raviver leurs profondes réminiscences de bravoure, d'honneur et de fierté, ainsi que les braises de leur récente histoire. Par leurs contes et légendes, en une petite heure de chant mélodieux, où la magie des mots offrait à tous des rêves inouïs. Ils parvenaient à secouer l'état de léthargie des habitants de ce petit bled oublié. À la fin de la séance, chacun aura retrouvé le sentiment que rien n'est jamais perdu, et leur cœur se remplissait d'espoir pour une revanche prochaine sur le colonialisme. Ainsi et presque imperceptiblement, la tribu se reconstituait avec stoïcisme. La volonté de survivre de ses membres l'emportait sur toute autre considération. Les rares activités culturelles, qui leur parvenaient de l'extérieur, les réconfortaient en les aidant à échapper aux doutes de l'incertain. Mais aucun d'eux ne se séparait des douloureux souvenirs d'un même héritage chargé d'épreuves et de souffrances. En vieillissant, ils continuèrent à transmettre à leurs descendants l'inévitable psychose de leur injuste dépossession. Ils savaient tous qu'ils n'avaient aucune existence légale dans ce système d'injustice et de suspicion. Leur intime refus de vivre sous le régime féodal, et de se soumettre aux jougs des gens dépourvus de morale et de droit, s'imprégna tout naturellement à l'espace qu'ils s'étaient efforcés de recréer. En dehors de leur masure, aucune propriété, aucun jardin cultivé n'avait de limite franche. Les quelques protections éphémères qui apparaissaient et disparaissaient çà et là, en fonction des saisons, n'étaient autres que les tiges des plants de maïs bordant les rigoles d'amener d'eau pour l'irrigation. Mais à force de labeur, ils ont tout de même réussi à se créer un minable chez-soi pour cacher leur misère. L'environnement immédiat de cette oasis en formation n'était constitué que de grandes étendues désertiques. Les liaisons avec les autres bourgs étaient quasiment inexistantes. Il n'y avait que des sentiers muletiers, souvent effacés par les vents de sable. Seuls les plus hardis des paysans pouvaient en deviner les traces et les parcourir, en serpentant sans cesse, de ci de là, pour poursuivre leur damné chemin. Les liens entre oasis se tissaient donc imperceptiblement à travers des champs de broussailles, où pullulaient de venimeux reptiles. Ces oasis ne disposaient d'aucune administration valable. Les habitants étaient entièrement livrés aux turpitudes de caïds incultes et sans envergure. Bien entendu, il n'y avait ni école moderne, ni centre de soins, ni pharmacie, ni poste ni téléphone. On pouvait y mourir de n'importe quelle maladie, ou d'accident par morsure de serpent. D'ailleurs, chaque été, on dénombrait beaucoup de morts par déshydratation de piétons imprudents qui tentaient de se déplacer. En ayant imposé la tranquillité par la terreur, et mis sous surveillance indirecte la population, les administrateurs français se prélassaient dans leurs palais des grandes villes, entourés de leurs nombreux serviteurs. Ils n'accordaient aucun intérêt aux indigènes oasiens, dont ils souhaitaient l'extinction. L'isolement,
Le manque d'eau et donc d'hygiène favorisait la promiscuité et la prolifération d'épidémies contagieuses comme le choléra et le typhus. Cette population laborieuse a gardé en mémoire le souci de travailler de façon parcimonieuse et solidaire, mais n'avait pas réussi à évacuer ses peurs de se voir dépossédée et chassée à nouveau vers des lieux inconnus. Et en effet, à 12 ans, personne ne pouvait se prévaloir d'être le propriétaire légal des terres qu'il avait arrachées au désert. La République, prétendue mère du droit, garante de la propriété privée, laissait dans le flou le régime d'occupation des terres mises en valeur, car le village était toujours administré par les textes d'exception appliqués dans les territoires militaires. C'était l'administration par l'absurde. Ainsi, le régime colonial continua à faire fi de ses propres lois, et laissa cette population au bon vouloir de cupides féodaux comme les Bengana et leurs complices terrés dans le fantomatique Bordidjet. Ils ne purent pas pour autant jouir de cette tranquillité insidieusement affirmée. Dès le début du XXe siècle, l'armée coloniale vint chercher contre leur gré, en 1914, les plus valides d'entre eux pour les amener à combattre un ennemi qui n'était pas le leur sur les bords de la Meuse. Ils les enrôlèrent par dizaines et très peu d'entre eux revinrent en 1920. Ceux qui sont morts pour la France ne figurèrent jamais nulle part sur aucune liste. Leurs familles ne surent jamais où ils avaient été enterrés. L'administration coloniale les avait tout simplement oubliés, comme s'il s'agissait de simples lapins de Garenne. Les plus chanceux qui rentrèrent à la fin des combats étaient tous éclopés, pouilleux et désargentés. Ils n'avaient pour eux que la joie de se retrouver encore vivants. Et ils avaient l'interdiction absolue de parler à quiconque des combats auxquels ils avaient participé, ni de leurs compagnons morts pour la France, sur les rives de la Meuse endormeuse. Certes, ils avaient ramené avec eux un sentiment de bravoure, profondément caché au fond d'eux-mêmes, et un semblant de considération pour ce qu'ils avaient accompli. Quelques simples sentiments qu'ils relièrent aux souvenirs de leurs aïeux, pour supporter leurs nombreuses blessures morales. Ces tribus de malheur ne furent pas les derniers. En 1917, en pleine guerre, alors que la famine et les maladies faisaient rage, les Bengana revinrent au village, à l'instar des charognards cherchant des cadavres à dévorer. Par une audacieuse escroquerie, ils firent croire à la population qu'ils allaient intervenir auprès du gouverneur général de l'Algérie, pour leur faire restituer leur palmeraie d'El Amri. On peut imaginer le grand espoir que fit naître, au sein de la tribu spoliée, une telle nouvelle. Les hommes s'en réjouirent jusqu'à perdre la raison. En fait, il ne s'agissait que d'une nouvelle rouerie de leur machiavélique Bachaga. Ce véreux personnage prétendit qu'il fallait préalablement dédommager M. Treille, l'un des 3 colons bénéficiaires des biens spoliés de la tribu, qui avait exigé une indemnisation de 150 000 fr. Dans un sursaut atavique, les Bouazides se persuadèrent que c'était ce qui pouvait leur arriver de mieux pour retrouver leur dignité. Ils s'entendirent pour mobiliser tous leurs moyens en vue de réunir la somme exigée. Ils vendirent tout ce qu'ils possédaient et mobilisèrent ce qu'ils avaient réussi à épargner pendant les 30 dernières années. Ils allèrent très loin, dans les régions septentrionales, pour emprunter le maximum d'argent qu'ils pouvaient. Leur course effrénée dura 2 ou 3 mois, pour ne réunir en fin de compte que 100 000 francs, 100 000 fr. Ils en référèrent naïvement au Bachaga. Comme celui-ci n'était pas du tempérament à laisser passer une si belle occasion de se remplir les poches, il leur fit croire, après avoir récupéré le montant de la coquette quête, qu'il allait la compléter par un prêt bancaire de 50 000 fr. Ce prêt devait être souscrit à titre collectif. Il le cautionnerait lui-même, le moment venu, auprès de la banque choisie. Bien entendu, l'argent récupéré ne donna lieu à aucun reçu justificatif. La demande de prêt bancaire ne fut jamais introduite non plus, mais l'escroquerie réussie permit à Bengana de s'acheter 2 beaux châteaux, l'un à El Biar sur les hauteurs d'Alger et l'autre à Skikda, dominant la rade du port de cette splendide ville. De promesse en promesse, la ruse fut consommée, et les pauvres gens ne virent jamais la restitution de leur palmeraie ni celle de leur argent, prolongeant ainsi leur misère et leur détresse pour une nouvelle période de 30 années supplémentaires. Pour éviter les chicayatées directes sur l'argent versé, le Bachaga dressa un véritable barrage psychologique entre lui-même et cette population qu'il méprisait et dont il qualifiait les membres d'insupportables gueux. Il leur imposa dans les années 20 un caïd plein de morgue, qu'il choisit au sein de la tribu nomade des Oulettes écrits,
en sachant pertinemment que ces deux tribus avaient entre elles de nombreux litiges territoriaux, sciemment entretenus par lui-même. En effet, les deux tribus avaient des territoires contigus et s'opposaient depuis longtemps sur les tracés des limites et des voies d'accès, sur les terrains de parcours et de pâturage qui leur étaient respectivement dévolus. Le caïd désigné et imposé fut Ahmed Ben Arzala, qui devait commander aux deux tribus. Il arriva pompeusement à Doussan, en narguant les Bouazides et s'installa avec faste et arrogance au bord d'Idjé. Dès son installation, les difficultés empirèrent et l'animosité s'exacerba entre les deux tribus. Les nomades ouleds écrits avaient mille raisons de venir soumettre leurs doléances à leur caïd, en piétinant les cultures des Bouazides. Le drame, c'est que les visiteurs ne se déplaçaient qu'en groupe et avec leurs troupeaux. Le temps passant, ils étaient de moins en moins tolérés, de même que les frasques du caïd imposés. Celui-ci était d'ailleurs toujours du côté des gens de sa tribu, pour les exempter de leurs méfaits, et ne rendait jamais aucune justice équitable au profit des Bouazides. En plus, sachant que ceux-ci n'étaient pas en odeur de sainteté chez les Bengana, il les accabla d'amendes et d'impôts divers. Les querelles devenant quasi quotidiennes et poussant les membres des deux tribus à commettre de graves assassinats, l'administration coloniale se vit alors contrainte d'intervenir pour rétablir un semblant de tranquillité. Elle chassa de Doussan le caïd Ben Arzala, à la grande satisfaction des Bouazides. Après le retour des rescapés de Verdun entre 1919-1920 et l'apurement du solde de leurs dettes de guerre, l'administration militaire, territoire militaire de Tougourt, prononça la levée des dernières sanctions. Elle autorisa le retour des éloignés encore vivants. Le regroupement des familles fut accueilli avec soulagement. Dans la foulée de sa légère mansuétude, elle désigna directement comme caïd un membre de la tribu, en la personne d'Ahmed Ben Jedel, caïd de 1922 à 1927. Ce noble et notable Bouzidi avait échappé au massacre d'El Amri, du fait de son jeune âge, 11 ans en 1876. Il avait vécu toutes les affres de la déportation et de la dépossession des siens. Malgré cela, il s'était investi en autodidacte dans les études et parvint à se doter de connaissances quasi universitaires. Sa vie durant, il demeura modeste et pondéré, tout en détestant les colonialistes. Quand il fut directement approché par le commandant du territoire militaire de Tougourt, il s'était d'abord montré intransigeant dans son refus. Évidemment, les militaires français n'ignoraient rien, ni de ses activités, ni de ses capacités intellectuelles. Ils savaient qu'un tel érudit ne pouvait que leur être utile socialement et politiquement. Ils le forcèrent pratiquement à accepter leurs propositions, et finirent par lui faire endosser malgré lui le burnous rouge de caïd. C'est alors qu'il formula quelques conditions de principe, qui furent en principe prises en compte. Sa discrétion était telle qu'elle en avait intrigué plus d'un. En tout cas, c'était un homme qui se tenait au-dessus des basses manœuvres auxquelles se livraient les Bengana. En effet, cet homme de grande culture entretenait discrètement une correspondance assidue avec un grand nombre d'intellectuels maghrébins de Libye, de Tunisie et du Maroc. Épisodiquement, il échangeait certains points de vue avec des hommes d'État libyens, turcs et égyptiens, et semblait se tenir à l'écart des chamboulements politiques qui secouaient l'Algérie. Curieusement, on n'a jamais réussi à connaître ses sentiments et ses relations avec les leaders algériens de l'époque, tels que l'émir Khaled, Messali Hadj, Ferhat Abbas et Abdelhamid Ben Badis, ou même Ben Jelloul. Le caïd Ahmed Ben Jedel, 1922-1927. Le caïd Ben Jedel refusa de se couper de sa tribu pour aller habiter le bord d'Idjé, comme son prédécesseur. Il demeura dans son humble masure au milieu des siens. Il arracha l'accord de construire la première mosquée, et la fit réaliser en un temps record. Il choisit lui-même ses collaborateurs, secrétaires, aides, et l'imam dans la famille Asnaoui, les rétribuant de ses propres revenus. Il arracha la reconnaissance de l'administration, pour l'appropriation définitive des terrains mis en valeur au profit de leurs bénéficiaires. Il facilita et accéléra l'insertion des déportés rentrés depuis peu au village. Ces quelques avantages, qui sembleraient insignifiants pour beaucoup, étaient en réalité considérables à son époque dans le contexte colonial. Pendant son caïdat, le village connut un climat social paisible et bénéfique de 1922 à 1927.
Mais Ben Mjedel cherchait toujours un prétexte pour se débarrasser de la charge ingrate de collecteur d'impôts, qu'il supportait très mal. Ce prétexte lui fut offert par un lieutenant indélicat qui exerçait les fonctions d'administrateur à Ouled Djellal. C'était un personnage corrompu qui se servait sur la misérable population, sans aucune retenue. Parmi ses méfaits, il avait libéré un voleur d'animaux qui avait été arrêté par le caïd. Ce dernier protesta violemment contre cette libération douteuse mais sans obtenir gain de cause auprès de l'administrateur. Alors, le vaillant caïd se déplaça jusqu'à la lointaine Tougourt, siège du commandement, pour rencontrer le commandant du territoire militaire concerné. Mis au courant des faits et de la justesse du point de vue exprimé par le caïd, celui-ci lui répondit : « Cette fois tu veux faire plier à tes désirs un officier français. Tu n'en as pas le droit. Et je ne peux pas te suivre dans ton raisonnement. » Et Ben Mjedel de lui rétorquer : « Ceux qui couvrent les corrompus et les voleurs sont indignes de me commander, et moi je te rends ton burnous qui me couvre de honte. » Cette tirade fut considérée comme une offense à l'autorité, et le caïd fut immédiatement arrêté et mis en détention. Il ne sera libéré qu'en 1930, lors des fêtes du centenaire, contre une forte rançon payée une fois de plus par la tribu des Bouazides. L'ancien caïd, que l'on peut qualifier de patriote sincère, se retira alors dans une petite propriété au sud de l'ancien bourg d'El Amri, où il mourut à l'âge de 70 ans. Il fut enterré au cimetière du lieu dit Koudia Sidi Aïssa en 1935. Et la population fut à nouveau soumise aux turpitudes des Bengana, agissant en application du code de l'indigénat. Ils imposèrent un caïd tout à leur dévotion. Ainsi vivait cette population constamment importunée par des féodaux. Sans aucun avantage et sans registre d'état civil, elle payait de lourds impôts. Ce n'est qu'en 1933 qu'elle eut droit à l'enregistrement civil, et encore fallait-il que les gens se déplacent à pied jusqu'à Ouled Djellal pour cette formalité. C'est dire que tout reposait sur le fragile équilibre social que la tribu avait institué. Le consensus collectif, qui participe à la consolidation de l'indispensable solidarité humaine, était assuré par tous ses membres. Pour atténuer cette mortelle existence, les hommes valides se réfugiaient dans le travail agricole. Seuls les maigres revenus tirés de cette activité agraire leur permettaient de s'offrir de temps à autre quelques réjouissances, notamment après les rares années de bonne récolte. Alors s'organisaient les mariages et surtout les circoncisions des jeunes garçons. Cette situation perdura jusqu'à la fin de la décennie 30. C'est à cette période que de nouvelles rumeurs sur une éventuelle guerre contre la France recommencèrent à courir avec insistance, et firent naître de nombreuses spéculations politiques dans les foyers. On disait alors que beaucoup de colons seraient certainement mobilisés pour aller exhiber leurs biceps ailleurs en Europe. Leur départ ne pourrait être que bénéfique pour les Algériens. Avec un optimisme à peine caché, les prédicateurs disaient que cette nouvelle guerre permettrait peut-être un allègement de leurs pénibles conditions de vie. Une nouvelle ère pleine de promesses et de liberté en était attendue. Ces rumeurs semblaient raviver quelque peu l'esprit de ces paysans, qui cultivaient toujours l'espoir secret de récupérer tout ou partie de leur héritage spolié. Bien que superflues, ces spéculations permettaient d'entretenir leurs rêves surérogatoires, involontairement exagérés, et de leur faire oublier les soucis quotidiens à propos des semailles, de la rareté des pluies et des pénuries alimentaires. Ils abordaient les problèmes de la guerre avec une certaine pudeur, d'autant qu'ils savaient que c'était là des problèmes qui les dépassaient. Ces campagnards poursuivaient leurs activités vivrières à l'instar de tous les indigènes algériens. Une chape de plomb pesait sur eux. Ils la supportaient tant bien que mal, jusqu'à l'intérioriser dans leur nature. Il n'y avait de place ni pour l'envie, ni pour la jalousie. Tout baignait dans une sorte de monotone indifférence. Dans cette ambiance, chacun gérait sa misère à sa manière. Les gens évitaient de s'immiscer dans les affaires des uns ou des autres. Leur misère commune les obsédait. Ils ne pouvaient se communiquer leurs malheurs personnels, ni exprimer leurs avis sur les conditions néfastes de ce qu'ils vivaient. Pour les affaires communes, ils ne se prononçaient que s'ils y étaient expressément invités pendant les réunions de la Djema'a, qui ne délibéraient d'ailleurs que sur des sujets d'intérêt général. La libre expression était un luxe qui ne pouvait être offert partout et pour tous. Alors,
Ils cultivaient le silence et se taisaient dès qu'on soulevait devant eux certains sujets difficiles, comme par exemple la politique. Parfois ils s'exprimaient, mais avec un minimum de mots souvent empreints de dérision. Ils avançaient quelquefois des idées fortes, qui déroutaient leurs auditeurs. Les plus fins et les mieux avertis communiquaient entre eux par un langage ésotérique inaccessible aux profanes étrangers. A contrario, certains préjugés vulgaires condamnaient injustement cette manière d'être et la considéraient négativement. Ils la décrivaient comme une tare inqualifiable. Ils disaient que ces gens pratiquaient continuellement la dissimulation. De telles insinuations avaient contribué à élaborer des dogmes stupides, d'essence raciste et coloniale, qui cherchaient à diminuer les capacités intellectuelles de ces paysans. En vérité, ces hommes et ces femmes avaient appris à se taire devant ceux qu'ils ne connaissaient pas, pour s'éviter d'inutiles tracas. Peu bavards, ils refusaient simplement de s'extérioriser, en cherchant une manière de se protéger contre les nombreux délateurs payés par les suppôts du système colonial, qui les écoutaient en permanence pour les dénoncer ensuite. Alors, leurs ennemis les taxaient de qualificatifs péjoratifs. Ainsi allait la vie sociale au village. En dehors de leurs activités agricoles et de leur piété dans la seule mosquée où ils se regroupaient après chaque appel à la prière, ils pratiquaient occasionnellement quelques exercices sportifs traditionnels. Quelquefois, ils se livraient aussi à des jeux d'esprit et de réflexion lors de certaines fêtes saisonnières. Leurs distractions enjouées et communes s'exerçaient à travers divers jeux locaux se nommant Karbgaa, Sig et Baz. Ces jeux répondent à un rituel qui peut être considéré comme une gymnastique intellectuelle, après une rude journée d'efforts physiques. Les moments de joie et de bonheur étaient très rares pour ne pas dire inexistants. C'est dire qu'ils ignoraient la plupart du temps les fortes émotions, qu'elles soient individuelles ou collectives. 1.5. Épique reconstitution. Assurément la tribu se reconstituait et croissait démographiquement, mais elle ne jouissait encore d'aucune liberté, car le poids des prescriptions scélérates dues à son soulèvement et sa réputation belliqueuse étouffaient toutes ses aspirations à un mieux-être. L'absence de liberté favorisait l'émergence d'un climat de défiance envers tous les étrangers. Ce climat inspirait de façon permanente une inébranlable méfiance envers tous ceux qui étaient en contact avec la colonisation, et qui étaient désignés sous le méprisable vocable de « vendus » ou « vendeurs ». Curieusement, ce fut le très répressif code de l'indigénat, qui fut le levain de la vigilance de cette population. Ce code engendrait la méfiance, et cristallisait chaque jour davantage la solidarité et l'esprit nationaliste. Il est vrai que cette population comptait de moins en moins de gens instruits, puisqu'il n'y avait aucun établissement d'instruction publique. Rares étaient les autodidactes porteurs d'une certaine culture. Les rares intellectuels des milieux urbains ne produisaient que peu de littérature engagée, qui était d'ailleurs quasiment interdite, et donc ne parvenait que très difficilement dans les campagnes, faute de réseaux de distribution fiables. C'était souvent par le biais de quelques cheminots voyageant par hasard, que les imams enseignants coraniques dans les villages isolés recevaient de rares messages. C'est donc à travers les réseaux religieux que toute information pouvait circuler. Elle ne parvenait à sa destination finale que très longtemps, bien après sa parution. Ainsi donc, les informations nationalistes utiles ne se rediffusaient que sous forme de confidences. Et encore, ce n'était que sélectivement que les premiers lecteurs fournissaient, à petite dose aux plus intimes des initiés, leurs précieuses informations. Mais déjà, avec d'infinies précautions, les idées nationalistes faisaient leur chemin. C'était tout de même, pour les plus avisés, un réconfort moral non négligeable politiquement. Les militants du Parti du peuple algérien, PPA, étaient quasiment inconnus. Il n'empêche que malgré toutes les difficultés rencontrées, la propagation des activités nationalistes faisait son chemin. Ces activités étaient considérées comme sacrées, et elles se semaient lentement dans les esprits fertiles des populations rurales. Ce fut un long cheminement, avant que les gens ne finissent par connaître par ouï-dire les nouvelles concernant les idées des leaders tels l'émir Khaled, Messali Hadj, Ben Badis, Ferhat Abbas et les chefs politiques de la résurrection nationaliste. La nation se solidarisait peu à peu avec ses élites politiques, tout en mesurant ses insuffisances et en considérant les véritables causes de la perte de sa souveraineté. Au fur et à mesure de cette lente évolution,
La population se reconnaissait dans une revendication existentielle, exigeant une place honorable dans le pays comme dans celui du concert des nations. Cette idée forte prenait corps et se renforçait chaque jour davantage, en permettant aux citoyens de se définir en tant que patriotes, et de se préparer en tant que tels pour une hypothétique lutte de libération. Un tel projet était inconcevable pour les tenants et les serviteurs de la colonisation, qui avaient fêté le centenaire de l'occupation en 1930. Par leurs néfastes agissements, les colonisateurs ignoraient qu'ils poussaient cette majorité silencieuse vers un plus grand sursaut politique. La répression prenait de nouvelles formes encore plus violentes et s'accentuait. Elle pesait lourdement surtout sur les masses les plus déshéritées, et frappait tout Algérien revendiquant le moindre faire-valoir de ses droits. C'est pendant ces murmures et ces sourdes contestations qu'en 1938, l'armée coloniale revint chercher les jeunes de la tribu pour les amener à nouveau très loin, vers les lieux où se déroulaient des combats qui ne les intéressaient ni de près ni de loin. Une deuxième guerre mondiale entraîna un deuxième sacrifice pour les humbles enfants de 12 ans. Ils y seront envoyés de force, comme chair à canon. Leurs parents savaient seulement que la nouvelle guerre opposait la France à l'Allemagne belliqueuse. Curieusement, ces sujets de guerre et de combat devinrent attrayants et intéressèrent un plus grand nombre de gens. Les rares anciens combattants de la Première Guerre se libérèrent de leurs interdits, et se mirent à parler. Ils s'avisèrent à formuler de curieuses appréciations longtemps refoulées dans leurs souvenirs. Ils racontèrent tout simplement en public ce qu'ils avaient vu ailleurs, et comment ils avaient vécu dans les rangs de l'armée du Rhin. Ils firent l'effort d'expliquer leurs faits de guerre, et comment ils furent décorés de médailles qui ne leur servirent jamais à rien. Ils exhibaient ces trophées, qu'ils cachaient auparavant dans de vieilles boîtes de tabac à chiquer toutes rouillées. C'étaient là des preuves de leurs actes de bravoure accomplis sur des lieux dont ils ignoraient les noms. Ces vantardises provoquaient le rire de beaucoup de leurs auditeurs. Les vieux surenchérissaient, et relataient avec force détail les atrocités qu'ils avaient endurées, seulement pour les comparer avec ce qu'ils savaient des souffrances de leurs ascendants pendant la bataille d'El Amri. À travers leurs anecdotes, les gens découvraient ce qui était impensable auparavant, qu'il était possible de faire le coup de feu contre les Français. Ils apprirent que les soldats allemands se battaient comme des lions, et utilisaient des armes aussi terribles que celles des colonialistes. Rien qu'à cette idée, ils entouraient leurs vieux et écoutaient avec ravissement leurs déblatérations. Avides de belles histoires, les plus jeunes les sollicitaient pour de nouveaux récits. Et les vieux, surpris par l'intérêt qu'ils suscitaient, y allaient de plus belle. Ils se mirent à vocaliser le bruit des canons de chaque camp. C'était pour eux, probablement, la meilleure manière d'expulser leurs dernières angoisses, ramenées du fond des tranchées boueuses de l'Alsace. Ils les exprimaient par de curieuses onomatopées. Taou 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 faisaient les uns, doum 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 doum, répondaient les autres. Ces tristes scénettes instruisaient les auditeurs sur l'existence d'autres nations qui fabriquaient de puissants canons. Ces révélations les persuadaient que la domination coloniale aurait certainement une fin prochaine. Depuis la construction de leur mosquée, ces villageois la fréquentaient assidûment et suivaient avec intérêt les prêches de leur imam, qui était un ami et un compagnon de leur bien-aimé Ben Mjedel, l'ex-caïd. Ces braves pénitents étaient trop conscients de la portée de ces prêches, comme des valeurs du bien et du mal, qu'il leur enseignait. Souvent on les entendait dire « il faut faire comme ça parce que l'imam l'a dit ». Dans presque tous les domaines de la vie sociale, il était leur modèle de référence et leur source d'inspiration. Cet imam-là jouait un rôle social primordial. Par son exercice tolérant des activités spirituelles, il s'était imposé dans le cœur de tous comme le contrepoids à l'attitude malsaine du caïd imposée par les Bachaga Bengana. Celui-ci, vassal servile et corrompu, exerçait une domination inique au profit de ses maîtres. Il agissait intempestivement sur la misérable population, en s'appuyant sur la trique. C'était un homme rustre et plein de morgue, avec un visage anguleux qu'il dissimulait derrière une barbe de longueur moyenne et très touffue. Il se la faisait quotidiennement tailler, au peigne et au ciseau par ses laudateurs. Analphabète et vaniteux, il faisait preuve d'un intolérable narcissisme. Depuis sa malencontreuse désignation, il s'était découvert des attitudes de supériorité sur tous ceux qui lui quémandaient un service. Sa mission de basse police, il l'exerçait avec arrogance, en faisant peser sur ses coreligionnaires la crainte permanente de graves châtiments corporels.
C'était sa manière d'affirmer qu'il était l'unique chef du village, et qu'il détenait seul une implacable autorité. Partant de là, il exerçait un absolutisme quasi féodal sur les habitants de l'oasis, dont il exigeait une allégeance sans limite. Évidemment, cette allégeance devait être concrétisée par de substantiels cadeaux en argent liquide, ou en nature. Il acceptait bien sûr tout ce qui lui venait en quantité respectable de blé, d'orge, de caprin ou de toison. Il ne daignait accorder aucune considération aux plaideurs démunis. Sur la place du village, où il contrôlait directement les vendeurs et leurs marchandises, on le voyait se pavaner, imitant la parade nuptiale du Pan. Au milieu de tous, il marchait en faisant claquer sa cravache au creux de la paume de sa main gauche. Il parlait en haussant le ton pour réprimander sans raison n'importe quel passant, manière d'affirmer sa présence et rappeler sa domination. Il aimait se draper dans sa cupide fonction de percepteur d'amendes diverses, qu'il distribuait à tort et à travers, sans justification aucune, agissant tout naturellement pour son propre compte. Voilà pourquoi cet individu ne jouissait d'aucune estime auprès de ses administrés. Après avoir parcouru de long en large la grande place du village et contrôlé chacun des exposants, il revenait s'asseoir sur une chaise devant son café mort pour accueillir ses amis. C'est généralement là qu'il officiait à ses prétendues audiences. Affectant des postures seigneuriales, il attendait les éventuels plaignants qui devaient se courber devant lui baiser l'épaule et la main, avant de s'asseoir par terre devant lui. Là encore, il n'écoutait que celui qui s'était préalablement acquitté d'une bonne rétribution. Les plaintes des vulgaires gueux démunis ne l'intéressaient jamais. De toute façon, ses avis et ses sentences ne répondaient à aucune logique et ne découlaient d'aucune source de droit. Avec de tels comportements et une telle administration, on comprend pourquoi la population ne croyait plus en ce personnage d'opérette. Elle préférait de loin recourir aux avis gratuits, inspirés par le droit musulman de leur imam. Tout compte fait, ne dit-on pas, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Et qui mieux que l'imam représentait ce personnage central autour duquel se rassemblait toute la population villageoise. À l'image de son ancien ami Ben Jedel, l'imam recevait tout le monde, sans protocole, tous les après-midi, soit à la mosquée après la prière, soit dans sa zaouïa, qui était ouverte à tous. Les visiteurs entraient dans cette pièce tapissée de nattes en alpha tressé, et le trouvaient, toujours assis sur un pouf, pratiquant son hobby, la broderie des plastrons de Burnou. Cette activité était considérée comme très artistique, et relevait des compétences de spécialistes que l'on nommait les sadarines. Elle était à la fois très prenante et très délassante. C'est que la compagnie de l'imam était très recherchée pour le grand intérêt qu'elle apportait à chacun. Aussi, ces entretiens réunissaient toujours plusieurs personnes à la fois. C'étaient des gens d'âge mûr. On venait chez lui pour discuter et pour se détendre. L'imam cristallisait la paix et le consensus dans l'oasis. Il était à la fois le conseiller qui assurait le règlement des petits conflits, et l'ami qui aidait à surmonter les peines survenues. Après leur crise de colère et d'égarement, certains venaient chercher auprès de lui une certaine forme de mysticisme salvateur. Dans le domaine spirituel, comme dans le domaine temporel, il demeurait le guide prévenant et incontesté. À travers les canons de la religion, avec une voix douce et tranquille, il menait ses auditeurs vers d'autres digressions que celles de la violence et de l'entêtement. Il leur expliquait les fondements religieux, qui définissaient les sources du droit naturel. Ainsi, il débattait avec ses visiteurs dans le calme et la sérénité, des divers aspects du droit de la famille et du droit commercial, c'est-à-dire des pratiques courantes, des us et des coutumes qui réglaient le droit de chacun pour un héritage, pour un partage ou autre, telle une transaction concernant une vente de récolte par anticipation. Cet imam avait une forte conception du rapport à autrui. Comme feu son ami Ben Jedel, cet autodidacte prenait en toute chose le respect des droits et devoirs de chacun. Cette étape franchie, il pesait avec l'aide de son interlocuteur le poids et la validité des arguments avancés, jusqu'à ce qu'ils parviennent ensemble à dégager une solution acceptable pour le problème posé. Depuis qu'il avait accepté d'assumer la fonction d'imam, il s'est persuadé que cette approche pour la résolution des problèmes sociaux rencontrés ne pouvait mener qu'à la promotion collective et pacifique des membres de sa tribu. Son approche devait aller de pair avec la recherche permanente d'un large consensus, s'appuyant sur une justice simple et équilibrée,
respectueuse des hautes valeurs ancestrales, de la culture traditionnelle. Il est vrai que cette approche nécessitait beaucoup de temps et de persuasion. D'ailleurs, les débats engagés un certain jour pouvaient se prolonger une semaine. Mais qu'à cela ne tienne, car pourquoi se presser? Les débats engagés dans l'après-midi dans la zaouïa se poursuivaient à la mosquée après la dernière prière de la nuit. L'essentiel était de parvenir à dégager la solution la plus acceptable par les parties en litige. Ainsi se débattaient les problèmes temporels. À partir de certains versets du Saint-Coran, la discussion pouvait dériver vers des sujets plus pratiques, comme l'usage des ressources d'eau et l'étude des éléments de la science de la Terre. Elle pouvait tout aussi bien inclure la fréquence et la périodicité de l'irrigation, le partage des eaux, que la pratique de certaines cultures d'arbres fruitiers. Cela allait du piquage des boutures, des divers procédés de greffe, de leur compatibilité, de leur périodicité, jusqu'aux méthodes d'amendement des sols, C'est dire tout l'intérêt des cultivateurs à fréquenter assidûment cet imam aux connaissances encyclopédiques. Il fournissait à chacun la dose de savoir dont il avait besoin. Il savait que par cette thérapeutique morale, il luttait sans cesse contre les nombreux doutes des membres de sa communauté. Cet imam s'appelait Si Mohamed ben Si Ali ben Belgassem Asnaoui. Il était né sous les bombardements d'El Amri par l'armée coloniale, en avril 1876. C'est au cours de ces bombardements que tombèrent, les armes à la main, son père et ses oncles. C'était un miraculé. Par la particule, si on devinait qu'il était issu d'une famille de lettrés. Sa mère, Yamina ben Beraba, faisait partie des rares femmes qui savaient lire et écrire dans cette ancienne citadelle du savoir. Elle connaissait par cœur une bonne moitié du Saint-Coran, et jouissait d'un grand respect au sein de sa famille et de sa tribu. Après la reddition d'El Amri, cette femme d'exception dut subir le même triste sort que ses compagnes veuves de combattants. Elle fut déplacée avec son nourrisson et ses jeunes frères, au cantonnement de Dousan. La veuve Yamine, en véritable héroïne, avait eu suffisamment de cran et d'intelligence pour regrouper autour d'elle tous les parents invalides, rescapés de la terrible bataille. Ainsi, dans ces moments difficiles, le hasard de la vie la désigna chef de la famille et du reste de la fraction. Le petit Mohamed fit donc ses premiers pas aux côtés de sa maman, en ce lieu de détention collective. Ses frères et ses jeunes oncles épargnés subirent les dures corvées quotidiennes. Sa destinée fut des plus singulières. Dès ses premières années, sa maman se fit obligation de lui apprendre, en les traçant sur le sol, les lettres de l'alphabet. Le jeune Mohamed grandit donc avec pour seule occupation l'apprentissage de la lecture puis de l'écriture, dans un espace réduit. Quand il atteignit ses 13 ans, la construction du funeste Bordidje de Dousan venait de se terminer. Pour la deuxième fois, il bénéficiait du miracle d'échapper aux corvées obligatoires qui touchèrent sa famille et ses coreligionnaires. Ce fut une chance inouïe pour lui, d'autant qu'à cette époque-là, il lisait et écrivait couramment. Très rapidement, le jeune Mohamed découvrit qu'il ne pouvait plus se contenter de ses rudiments de savoir coranique, et chercha tout naturellement à améliorer sans cesse ses connaissances. Il fréquenta alors et pour un certain temps la médersa de Tolga, distante d'une trentaine de kilomètres. Curieux et avide de savoir, il se déplaçait dans toute sa région à la recherche de la moindre documentation pour acquérir de nouvelles connaissances. Pendant des années, il parcourut à pied et par tous les temps les longs chemins de toute la région, uniquement pour aller consulter un livre dont l'intérêt lui aurait été vanté. Son plaisir pour la lecture des ouvrages scientifiques était inégalé. Ayant été tôt sevré de l'amour paternel, il privilégia la compagnie de ses aînés lettrés. Il se lia d'amitié avec ce que la tribu comptait de jeunes instruits, comme Ahmed Ben Jedel, Ladjel Idriss et Taleb Omar. Ce petit groupe d'amis, dont il était le benjamin, combattait sans moyen l'ignorance qui envahissait leur région et relevait un pesant défi, celui de l'acculturation. Plus tard, à 24 ans, il épousa la belle Rima, Meryem Bent Khalaf Kalfala. Ils auront ensemble 6 enfants, 3 garçons et 3 filles, le choix du roi, disait-on. Bon père de famille, il manifestait toujours une attention particulière aux problèmes de l'enfance. Dès qu'il construisit sa maison, il la dota d'un petit local qu'il destina à l'enseignement. Ce sera sa zaouïa. Il se fera enseignant bénévole pour tous les jeunes villageois désireux d'apprendre.
Il aura comme élèves tous les enfants de ses amis de jeunesse. Presque tous ses élèves se distingueront plus tard dans les combats de la guerre de libération nationale. Cet éternel étudiant avait ainsi réussi à lire presque toute la documentation écrite et tous les manuscrits disponibles chez les rares lettrés, dans les zaouïas des Ibannes, et même dans les écoles coraniques de la ville de Biskra. Il empruntait tout ouvrage qu'on acceptait de lui confier pour quelques jours. Sa soif d'apprendre était boulimique. Comme tous les autodidactes, il était éclectique et élargissait son instruction, jusqu'à finir par se faire reconnaître comme érudit en sciences islamiques. Ses remarques pertinentes en matière de religion attirèrent très tôt sur lui l'attention des croyants. Aussi ce fut en toute logique que son ami, l'éphémère Caïd Ben Jedel, le choisit comme imam de 12 ans dès l'inauguration de la mosquée. Cette fonction accrut son goût très prononcé pour la connaissance, la recherche documentaire et l'écriture. Dans les intermèdes des moments de prière, il recopiera une 50aine de manuscrits et il conserva cette habitude toute sa vie. Il avait réussi de surcroît à disposer d'une 100aine d'ouvrages très anciens et très recherchés, qu'il utilisait pour ses travaux quotidiens. Il substitua la documentation livresque aux richesses familiales spoliées par la colonisation. Sa bibliothèque contenait de nombreux écrits sur la jurisprudence, l'histoire régionale, l'arithmétique, la géographie, la médecine traditionnelle, l'astronomie, avec toutes sortes de commentaires scientifiques. Il y archivait tout ce qui lui tombait sous la main, concernant l'état de la civilisation universelle. En matière de droit, il s'était appliqué à assimiler les règles procédurales du Orf et du Fiqh, en prenant soin de vérifier préalablement la validité de leurs articles auprès des sages de la tribu. Grâce à son savoir étendu, aucun conflit de nature patrimoniale, foncière ou successorale ne pouvait se régler en dehors de sa présence. Il était d'ailleurs le conseiller le plus écouté des sages de la Djemma. Ses activités multiformes au service de la population s'intensifièrent jusqu'à le rendre partie prenante dans presque toutes les grandes décisions interpersonnelles et collectives. Dans tous les domaines, ses conseils facilitaient les rapports qu'il entretenait avec la majorité de la composante sociale de sa communauté. C'est que Si Mohamed demeurait continuellement disponible et accessible à tous les requérants. La timidité qui le caractérisait depuis son enfance l'empêchait de refuser un service ou d'imiter les fanfaronnades de certaines prétendues personnalités du village. Il privilégiait l'écoute et l'humilité. Sa vie durant, il se montra humble et accommodant dans ses rapports avec tous ceux qui le fréquentaient. Chez lui, la politesse et le savoir-vivre étaient considérés comme des actes religieux. Sur le plan physique, il avait gardé une belle taille svelte, un corps sec et harmonieux comme ceux qui se nourrissaient sobrement et s'exerçaient régulièrement au travail de la terre. Il semblait veiller jalousement sur son état de santé, et même avec l'âge, il n'avait rien perdu de son agilité. Vivant au grand air, il avait toujours eu une santé de fer. En effet, ayant grandi dans la sobriété, Si Mohamed n'avait jamais négligé cette autre activité, qu'il déployait chaque jour en cultivant la parcelle de terrain héritée de sa mère. En dépit des années accumulées, il avait toujours fière allure. Sa belle tête, bien coiffée d'un chèche en voile blanc, lui donnait un visage de saint homme. Chaque matin, il enroulait délicatement ce linge sur lui-même, en le tournant par plis réguliers autour de sa tête jusqu'à ce qu'il la couvre impeccablement, sans oublier un pan qu'il laissait descendre au-dessous de son menton, ce qui lui conférait. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.